Bien. Oui, ça marche. Nous allons donc reprendre nos débats après cette courte pause. Merci de n'avoir pas trop débordé pour qu'on finisse pas trop tard. En fait, hein, l'idée, elle est là. Bien. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la question de l'unité. Quelle unité pour le droit des libertés? Enfin, même si à voir le programme, il y a quand même au moins deux interventions qui porteront en substance sur l'existence même de cette matière. Est-ce qu'on peut parler de droit des libertés? Et donc après avoir vu on peut trouver ça paradoxal, pourtant j'ai participé à la création du plan, c'est-à-dire qu'après avoir vu l'influence, on va s'intéresser maintenant à l'existence. Parce que l'influence est certaine, mais la cohérence et l'existence peut-être les moins. Enfin en tout cas, on commence avec un intitulé très général sur le droit des libertés existe-t-il, j'espère que Xavier Dupré-de-Boulois a la réponse à cette question. Merci Romain. Alors un peu comme Sébastien, c'est un peu moi qui ai choisi le sujet, donc je ne vais pas remercier ou ne pas remercier les organisateurs du colloque pour le sujet. Donc effectivement, la question est, existe-t-il un droit des libertés? Alors on peut effectivement être surpris par l'intitulé au départ. On peut y voir soit une forme de masochisme, soit éventuellement une expression d'une forme d'impérialisme. Masochisme de quelqu'un qui enseigne et qui recherche en droit des libertés, ça reviendrait à nier l'objet de sa propre discipline. Ou une forme d'impérialisme, on peut peut-être y voir une stratégie, puisqu'affirmer l'existence d'un droit des libertés participerait d'une volonté de légitimer la diffusion de ce discours dans les différentes branches du droit et peut-être même de se les annexer bon an, mal an. Alors effectivement, la question peut se poser, je ne donnerai pas la réponse, mais je pense utile quand même de dire que j'interviens en tant que spécialiste de droit des libertés, on va dire comme ça, et quelqu'un qui essaie de s'intéresser à ce qui se passe dans les différentes disciplines du droit. Alors première question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité de se poser la question, puisque en vérité, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour constater que il existe déjà de nombreuses marques de reconnaissance académique et institutionnelle de l'existence d'un droit des libertés, et il suffit déjà de se tourner vers le programme des facultés de droit. Il y a depuis 1954 un cours de droit des libertés en licence 3, enfin en L3 on dit maintenant, cours de liberté créé en 54, obligatoire depuis 1962. On sait aussi que les libertés fondamentales jouent un rôle essentiel dans l'examen de recrutement des avocats. Et puis il y a plein d'ouvrages de droit des libertés, ou pas forcément intitulés comme ça, mais effectivement il n'y a pas de doute qu'à certains égards il existe un droit des libertés, en tout cas dans l'enseignement. Mais vous avez bien compris que mon propos n'est pas celui-là. Il n'est pas de s'interroger sur l'existence d'un enseignement, mais plutôt de s'interroger sur l'existence d'une discipline juridique qui serait le droit des libertés. Alors c'est une question qui est ancienne et qui avait déjà été évoquée dès la création du cours en 1954, notamment par Jean Rivero, qui avait exprimé à cette époque un certain scepticisme à cette idée. Il avait évoqué l'idée d'une discipline qui n'est pas homogène, qui n'est pas autonome, mais qui tire en réalité son unité que de son objet, à savoir les règles qui concourent à la protection et à la réglementation des libertés publiques. Donc la question a été tranchée, entre guillemets, dès 1954. Reste à savoir si, en 2016, il n'y a pas lieu de se reposer à nouveau la question, compte tenu des évolutions qu'a connues notre système juridique. Alors je ne vais pas citer toutes ces évolutions, la promotion des normes supralégislatives, le perfectionnement des mécanismes de garantie des droits, mais également le constat de la diffusion de ce discours dans les différentes branches du droit. Et je pense notamment, par exemple, à la montée en puissance des droits de la personnalité dans la législation française, en droit civil, ou encore en droit du travail, depuis 1982, l'affirmation de la protection des droits et libertés des salariés. Donc incontestablement, la donne a changé. Donc il y a matière à nouveau à se poser la question de l'existence d'une discipline juridique au sens plein du terme. Alors pour traiter ce sujet, je vais, comme tout bon juriste, articuler mon propos en deux parties. Ma première affirmation va consister à dire qu'il n'existe pas de droit des libertés en tant que discipline juridique. Il n'existe pas de discipline juridique de droit des libertés, mais qu'en revanche, il est peut-être possible de dégager les pistes d'un régime juridique qui autoriserait, un régime juridique des libertés, qui autoriserait un dialogue entre les différentes disciplines du droit. Et c'est pour ça que le second temps de ma réflexion consistera à dire que peut-être il existe un droit des libertés, mais qui serait plutôt, non pas une discipline, mais une sorte d'espéranto juridique, ou une sorte de volapük juridique. Et j'essaierai d'exposer ce que sont
les termes ou les différents éléments de cet espéranto du droit que serait le droit des libertés. Donc, premier temps de ma réflexion, le droit des libertés n'est pas, à mon sens, bien sûr, une discipline juridique. Alors, bien sûr, je l'ai déjà utilisé le terme à plusieurs reprises, le préalable à toute réflexion sur le sujet, c'est bien sûr la question de savoir ce qu'est une discipline juridique. Qu'est-ce qu'une discipline en droit ? La question est délicate. Il n'existe pas, bien sûr, de définition canonique de la chose, mais on peut quand même essayer de dégager un certain nombre de critères qui font plutôt consensus, on va dire, à cet égard. Premier élément d'abord, en général, une discipline se caractérise par une sorte de trilogie, un code ou un corpus de règles relativement autonome, un juge et une doctrine dont la fonction est de systématiser l'ensemble constitué par les deux premiers éléments. Deuxième critère ou deuxième élément, une discipline repose sur un cadre conceptuel avec des notions, des théories, des constructions qui sont coproduites par le législateur, le juge et la doctrine selon une articulation variable en fonction des disciplines. Et puis enfin, avec une approche plus sociologique, et c'est Jacques Chevalier qui en a parlé, il a insisté, en réfléchissant sur la notion de discipline en droit, sur l'existence d'un groupe de spécialistes unis par une communauté d'investissement, d'intérêts et de pratiques de recherche, et la présence d'un ensemble de mécanismes destinés à consolider en permanence les assises de la discipline, à renforcer sa cohésion, à assurer sa reproduction. Il évoque à ce moment-là les sociétés savantes, les revues et les enseignements dédiés. Donc partant de là et partant de cette définition de la notion de discipline en droit, il y a quand même de très nombreux indices qui laissent à penser que le droit des libertés n'est pas une discipline juridique. Et j'évoquerai successivement 5 indices de manière relativement sommaire. Je renverrai à la publication pour le détail, mais je vais quand même recenser ces 5 indices. Alors, premier indice d'abord, et là il n'est pas forcément très sérieux, mais il part de la consultation des ouvrages. Le programme des facultés de droit, depuis 1997, puisqu'il a été changé en 1997, évoque en L3 un cours de droit des libertés fondamentales. Et ce qui est quand même très frappant lorsqu'on regarde la production éditoriale, c'est que très peu d'ouvrages évoquent ou s'intitulent droit des libertés fondamentales. Il est question, alors je ne vais pas tous les énumérer, mais droits de l'homme et libertés fondamentales, liberté publique et droits fondamentaux, liberté publique et droits de l'homme, etc., etc. Il y a toute une série d'intitulés pour ces ouvrages, mais très peu d'ouvrages qui retiennent finalement l'intitulé officiel. Alors je ne vais pas, parce que je n'ai pas fait de recherche sur ce point-là et sonder les auteurs, on peut constater que la plupart du temps, les auteurs ne justifient pas dans leurs ouvrages l'éviction de l'expression droit des libertés fondamentales, mais je pense quand même qu'on peut, à travers ce constat-là, identifier l'existence d'un malaise, l'idée qui n'est pas évidente, en tout cas, les auteurs semblent réticents à l'idée d'affirmer l'existence d'un droit des libertés fondamentales. Alors c'est un premier indice, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un premier constat. Second indice, c'est celui qui concerne le corpus de règles ou le code qui constituerait le droit des libertés. Et là, bien sûr, force est de constater qu'il n'existe pas, que ce droit des libertés supposé ne repose pas sur un corpus de règles clairement particularisé, autonome. Alors bien sûr, il existe des règles supralégislatives qui sont consacrées à titre principal ou pas d'ailleurs à la garantie de ces droits, mais ces normes sont bien sûr très loin d'épuiser le corpus des règles à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à la problématique des droits et libertés dans notre système juridique. Et force est de constater que pour les autres règles, elles appartiennent en général à un autre champ disciplinaire. Autrement dit, si corpus de règles il est faiblement autonome. Donc, second critère. Troisième indice, et il fait écho au premier en réalité, au second, pardon, c'est le constat de la fragmentation des juridictions qui prennent en compte la problématique des droits et libertés. Il y a pas, pour prendre le cas français et européen, on a quand même 5 ou 6 juridictions qui sont impliquées et qui chacune mobilisent des notions, des raisonnements très différents, y compris lorsqu'ils prennent en compte cette problématique des droits et libertés. Quatrième indice, la doctrine. Existe-t-il une doctrine du droit des libertés ? Là encore, j'ai tendance moi à considérer que la doctrine est plurielle, que pour ce qui est du droit des libertés au sens strict du terme, s'il existe, c'est plutôt une doctrine d'emprunt du droit public, puisque le cours est assuré depuis sa création en 1954, il est assuré par les enseignants des sections de droit public. Donc effectivement, c'est une doctrine d'emprunt du droit public, mais dans sa diversité, administrativiste, constitutionnaliste, européaniste. Et on peut aussi constater
qu'il existe des auteurs qui, en droit privé, se sont spécialisés sur ces thématiques-là. Je pense par exemple à Agathe Lepage en droit civil ou Patrick Sadan en droit du travail. Mais là encore, il y a des auteurs qui travaillent sur la question, mais il n'y a pas véritablement une doctrine au sens plein du terme, telle qu'on l'entend, en tout cas dans les autres disciplines. Enfin, cinquième indice, c'est celui du cadre conceptuel, des notions, des théories qui constituent la discipline. Là encore, il existe de très nombreuses incertitudes conceptuelles en la matière. Alors, ne serait-ce que sur l'objet même de ce que serait cette discipline. Alors, droits fondamentaux, liberté publique, droits de l'homme, droits de la personnalité, libertés et droits constitutionnels. On voit bien que là, il y a des notions qui sont très différentes et qui ne coïncident pas forcément. Et puis au demeurant, si on considère qu'aujourd'hui la notion de liberté fondamentale est dominante ou tend à dominer, force est de constater qu'on ne met pas sous cette étiquette les mêmes marchandises. Alors on en a parlé, nous, ensemble, pour le droit de l'Union européenne, qui consacre ou qui réserve cette expression aux 4 libertés constitutives du marché unique. Mais quand on regarde la réponse de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la notion de liberté fondamentale n'est qu'une espèce dans un genre plus général qui est celui des libertés individuelles et collectives du salarié. Et en droit administratif, l'expression tend à devenir dominante. Donc effectivement, évoquer l'existence d'une discipline alors que les concepts de base de ces disciplines sont incertains et ne sont pas communs, en tout cas aux différents acteurs de cette supposée discipline, cela pose un vrai problème. Et donc ma première conclusion, celle que j'ai, qui achève ma première partie, j'ai été assez rapide me semble-t-il, un peu trop peut-être, c'est le constat que si on souhaite prendre en compte ce que recouvre l'expérience des droits et libertés fondamentaux dans notre système juridique, on échappe difficilement aux fourches codines des différentes disciplines du droit. Il n'y a pas de possibilité, à mon sens, de rendre compte de cette expérience à partir de l'idée qu'il y aurait un droit des libertés fondamentales. Alors, ou des droits des libertés tout court. Alors, je ne vais pas, parce que je renvoie aussi à ma communication écrite sur ce sujet-là. J'ai essayé quand même, en fonction des différentes disciplines du droit, d'identifier comment est-ce que la question des libertés travaille ces disciplines. Il y a plusieurs façons d'intégrer ces logiques-là. Il y a clairement des disciplines où la problématique des libertés est sécrétée par la discipline elle-même. Parfois, elle résulte d'une influence extérieure. Et il me semble aussi qu'il y a, et je pense que le droit des biens, le droit civil des biens, de ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, y fait écho. On voit bien qu'il y a deux idéotypes en réalité dans l'influence des droits et libertés. Il y a une logique qui peut être une logique d'intégration, qui est très forte, à mon sens par exemple en droit du travail, en droit administratif. Et il y a peut-être à l'autre bout de la corde, je dirais, l'autre extrême, qui est plutôt une logique de superposition, c'est à savoir que la problématique des libertés est intégrée éventuellement dans le discours du juge, mais elle se superpose aux problématiques du droit interne. Donc je renvoie pour le détail à ma communication écrite, mais à mon avis, il y a quand même une grosse diversité dans la façon dont les disciplines du droit s'interrogent ou s'intéressent ou prennent en compte cette question des libertés. Donc pas de discipline juridique à mon sens, telle que je l'ai définie, mais néanmoins je ne vais pas m'arrêter là, parce que ça serait un peu triste, et puis il faut quand même que je défende mon fonds de commerce, qui est à certains égards quand même le droit des libertés. Et ma thèse, enfin la thèse que je vais essayer de défendre dans les minutes qui viennent, c'est l'idée que le droit des libertés peut être pensé non pas comme une discipline, mais comme ce que j'ai appelé une espèce de langage commun, un espèce d'espéranto juridique ou de volapük juridique. Alors le terme volapük est un peu connoté depuis que le général de Gaulle a évoqué l'Europe en ces termes, mais après tout, je crois que les droits fondamentaux sont aussi parfois traités de la même manière dans un certain nombre de discours. Donc mon propos va essayer, va consister à tenter de dégager les grandes lignes de ce que peut être cet espéranto du droit ou ce volapük du droit, afin de dégager une espèce de langage commun qui permettrait de rendre compte de l'expérience de ces droits dans les différentes branches du droit, puisque c'est là que c'est ce qu'est mon ambition. Alors pour ce faire, et dans cette perspective, ce qui semble le plus évident, et je ne veux pas échapper à l'évidence, c'est d'abord de partir des sources supralégislatives. Les sources supralégislatives conventionnelles, constitutionnelles, qui constituent incontestablement un modèle et qui, de par ce qu'elles sont de nature à influencer l'ensemble des branches du droit, puisque on le sait tous, mais l'intérêt de ces sources supralégislatives, c'est qu'elles sont affectées ou qu'elles bénéficient d'un principe de primauté. Donc elles ont une dimension subversive, à certains égards une dimension subversive, en ce qu'elles influencent la démarche des juridictions ordinaires dans leur manière de se saisir de cette question des droits et libertés fondamentaux, et c'est effectivement une conséquence du principe de primauté.
Toutefois, la prise en compte de ces normes européennes et constitutionnelles ne peut suffire, à mon sens, à rendre compte de l'expérience des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales dans notre système juridique, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que une telle approche reviendrait quand même à rester un peu à la surface des choses. Le Conseil constitutionnel rend, bon an mal an, une centaine de décisions par an. La Cour européenne, Cour européenne des droits de l'homme, pardon, quelques milliers. Je ne parle pas de la Cour de justice de l'Union européenne, excuse-moi Romain. À côté de ça, il faut quand même voir que les juridictions civiles et commerciales rendent, alors j'ai regardé les chiffres, en 2015, 2,7 millions de décisions, et que la juridiction administrative en rend, bon an mal an, aussi 300 000 chaque année. Donc on voit bien que on ne peut s'arrêter au seul constat de ces normes qui surplombent, mais qu'il faut, si on veut connaître la réalité du droit, se confronter à ce qu'on appelle les juridictions ordinaires. Donc, première raison pour laquelle je ne m'arrêterai pas là. La deuxième raison, c'est que l'échelon supralégislatif comporte un biais. Alors, pour ce qui est du droit constitutionnel, ça me paraît assez évident, ce que le contentieux de constitutionnel est toujours un contentieux objectif, de nature objective, qui est exclusivement centré sur le contrôle de la loi. Et l'autre biais que j'identifie pour ce qui est de la Cour, enfin le droit de la Convention européenne des droits de l'homme et pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que celle-ci, de par sa matrice internationale, survalorise la place et la responsabilité de l'État dans la garantie des droits et libertés. Elle survalorise de telle sorte que, et François Chénaudet a écrit sur ce sujet-là, de telle sorte qu'en réalité la Cour de Strasbourg, me semble-t-il, peine notamment à se saisir des relations interindividuelles. Des relations interindividuelles, du travail, du civil, etc., etc. Donc elle n'est pas forcément une bonne focale si on veut rendre compte, en tout cas une focale exclusive, si on veut rendre compte de l'expérience des droits et libertés dans l'ensemble du système juridique. Donc il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et aller rechercher du côté des juridictions ordinaires, entre guillemets bien sûr, ordinaires, les juridictions ordinaires, qui, ma foi, se coltinent la vie du droit, les affaires courantes du droit, qui ne se situent pas dans les laps des principes, mais dans la vraie vie, en l'occurrence du droit. Alors bien sûr, il serait un peu ambitieux de ma part de prétendre, à partir d'une approche strictement inductive, de dégager des éléments d'un régime juridique unique. Ça me paraîtrait un peu vain. Disons qu'il faut faire preuve d'une forme de démarche inductive modérée. Je vais être modérément inductif, mais il me semble qu'il est possible quand même, à travers l'expérience de ces différentes disciplines, de dégager une grille de lecture, des éléments d'un régime juridique qui sont de nature à constituer les outils d'un dialogue entre les différentes disciplines du droit qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Et c'est pour ça, bien sûr, que j'ai évoqué l'existence d'un espéranto, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à remplacer le langage des différentes disciplines, mais il a peut-être vocation à permettre le dialogue entre les disciplines. Alors à partir de là, quels sont les termes, quels sont les différents éléments de cet espéranto? Alors je vais là ordonner mon propos autour de 4 thèmes, mais qui sont assez classiques, les titulaires, les caractères des droits, l'aménagement et la garantie de droits. Donc premier sujet d'abord, les titulaires. Titulaires des droits en question. Lorsqu'on étudie les différentes jurisprudences, et là, européennes, civiles, administratives, on constate que ces droits ont pour titulaires toujours des personnes physiques et souvent des personnes morales. Alors là-dessus, je concède qu'il y a effectivement des oppositions, des incertitudes, que par exemple sur la vie privée des personnes morales, la Cour de justice y est plutôt favorable, que la Cour de cassation en mars a rendu un arrêt qui va en sens inverse, mais l'idée reste néanmoins que les titulaires ne sont que des personnes physiques ou des personnes morales. Alors j'aurais envie de dire de droit privé, mais malheureusement, il semble-t-il, on s'est engagé aussi dans la reconnaissance de droits de liberté aux personnes publiques. À mon avis, ça n'a aucun sens, mais c'est un autre débat. Mais par voie de conséquence, et à contrario, ça veut dire que non pas cette qualité de titulaire, d'abord les animaux, ça a été parfois effectivement une question débattue, et c'est encore revendiqué par certains, et c'est également le cas de l'embryon. L'embryon ne peut, à mon sens, au regard des différentes jurisprudences, être considéré comme un titulaire de liberté ou de droits fondamentaux. Donc voilà pour premier élément, pour les titulaires. Deuxième élément concernant les caractères. Alors là, je m'engage sur un terrain un peu plus incertain, mais il me semble qu'il y a 3 caractères qui
qui sont attachés à ces droits, et tels que le donnent à voir les différentes branches du droit. Le premier, c'est, c'est assez évident, leur aptitude à prévaloir. Premier caractère, leur aptitude à prévaloir. Ils ont une aptitude à prévaloir qui s'impose en réalité d'évidence à raison des normes qui en sont les supports, qui sont des normes supra-législatives. Et les jurisprudences récentes de la Cour de cassation, on en a parlé tout à l'heure, l'arrêt du 4 décembre 2013, le Conseil d'État, l'arrêt d'Assemblée du 31 mai 2016, renforce bien sûr cette aptitude à prévaloir des droits en question. Et j'insiste bien sur l'aspect la seule aptitude à prévaloir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prévaloir effectivement dans le débat contentieux, puisqu'ils doivent néanmoins, en toute occasion, se confronter à d'autres intérêts, voire d'autres libertés qui sont impliquées dans l'affaire. Donc premier caractère, l'aptitude à prévaloir. Second caractère, et là le terme est assez polysémique, donc j'ai un peu honte de l'utiliser, mais j'en ai pas trouvé d'autres, c'est l'opposabilité erga omnes. Disons que ce sont des droits ou des libertés qui bénéficient d'une forme d'opposabilité erga omnes. Alors ce caractère n'est pas sans lien avec le précédent, mais il le complète en lui donnant finalement son champ d'application. Normalement, ces droits ont vocation à être invocables et opposables dans toutes les situations. Alors, là, c'est un caractère qui peut être clairement discuté. Alors, je ne vais pas recenser, là encore, j'envoie ma communication écrite, mais lorsqu'on étudie la jurisprudence, notamment administrative et civile, il y a toute une série de jurisprudences qui peuvent laisser à penser que la chose n'est pas complètement vraie. Alors, je ne vais pas parler de la jurisprudence administrative parce que celle-là n'est pas très intéressante, mais prenons la jurisprudence civile, et je pense en particulier à la jurisprudence en matière de contrat. Il y a eu effectivement quelques décisions de la Cour de cassation qui laissent à penser que les droits et libertés ou les libertés ne sont pas opposables dans le contexte du contrat civil, et on évoque souvent la jurisprudence Amar, l'arrêt de la Cour de la troisième chambre civile du 18 décembre 2002, à l'occasion duquel, je cite, la Cour de cassation a estimé que les pratiques dictées par les convictions religieuses des locataires n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique. Et on a pu effectivement mettre en avant cette jurisprudence pour nier l'opposabilité des libertés dans le champ contractuel. Alors, et on en a parlé avec Sébastien il y a peu de temps, je suis assez d'accord avec lui sur ce point-là, à savoir que cette jurisprudence ne nie pas l'opposabilité des libertés dans le contrat, elle nie plutôt l'idée qu'il pourrait être à l'origine d'une obligation spécifique qui permettrait une sorte de forçage du contrat permettant de faire peser une obligation de faire nouvelle à la charge de l'une des parties. Donc à mon sens, ce type de jurisprudence n'infirme pas l'idée d'opposabilité erga omnes. Au demeurant, il y a d'autres arrêts de la Cour de cassation, chambre civile et chambre sociale surtout, qui vont plutôt dans le sens inverse, à savoir que effectivement ces droits sont opposables dans le champ contractuel. Enfin, troisième caractère, qui lui, que je traiterai très rapidement, c'est l'inaliénabilité. L'inaliénabilité, alors ce sont effectivement des droits inaliénables, et peux me permettre là de renvoyer tout simplement à la démonstration de Julie Arroyo dans sa thèse, après d'autres, mais avant d'autres, beaucoup. Et il en résulte que si l'aménagement contractuel des droits et libertés fondamentaux est souvent licite, il ne peut jamais porter que sur leur exercice, mais jamais sur leur existence. Donc ce sont des droits qui, me semble-t-il, sont pleinement inaliénables. Donc voilà pour le second temps, seconde série d'éléments en rapport avec ce régime juridique commun, on va dire, ce sont ces trois caractères, aptitude à prévaloir, opposabilité erga omnes, inaliénabilité. Troisième série de développement concernant leur aménagement. L'aménagement de ces droits, là encore, on retrouve une série de constantes dans les différentes branches du droit. La première, elle est assez évidente, je vais aller vite, c'est l'idée que l'aménagement général de ces droits et libertés incombe d'abord au législateur. Il incombe d'abord au législateur. Il lui appartient de fixer les principes relatifs à la réglementation des libertés fondamentales. C'est une solution qui résulte bien sûr de la Constitution et qui est reprise à leur compte par les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Second élément de cet aménagement des libertés, c'est ce qu'on peut appeler le fameux, en réalité, je vais un peu le détourner de sa vocation initiale, c'est le fameux triple test. Cette idée que les ingérences, lorsqu'elles procèdent aussi bien d'une loi
d'un règlement administratif que d'un contrat ou d'une décision individuelle doivent répondre, me semble-t-il, à un triple test. Alors, les deux premiers items de ce test, ils sont bien connus. C'est la question du but légitime et la question de la proportionnalité de l'ingérence. Alors là, ça renvoie à des choses qu'on connaît tous. Bon, moi, administrativiste, je peux difficilement ne pas tirer un coup de chapeau à la jurisprudence Benjamin du Conseil d'État de 1933, mais on retrouve effectivement dans les différentes disciplines, droit du travail, droit constitutionnel, etc., cette double exigence. Et puis, il y a, à mon sens, un troisième item qui doit être ajouté à ce test, un troisième élément de ce test, après le but légitime, la proportionnalité, c'est, me semble-t-il, la non-discrimination. Cette idée que toute ingérence, les ingérences peuvent être licites, bien sûr, mais que les ingérences, en tout état de cause, doivent être exemptes de discrimination. Alors, il y a bien sûr l'article 14 de la CEDH qui l'invite, mais cette exigence de non-discrimination est quand même une exigence transversale dans le système juridique. Reste bien sûr à déterminer ce qu'on entend par non-discrimination. À tout le moins, me semble-t-il, on peut considérer que l'ingérence ne doit pas être au moins entachée de discrimination à raison de la race, de la couleur, de la religion, etc., etc. Enfin, quatrième série de développement concernant ce régime juridique commun, c'est la question des garanties. Alors, ce sont des droits justiciables, ça, je n'ai pas besoin d'insister, mais il y a, me semble-t-il, deux éléments qui peuvent être évoqués de manière un peu plus précise. D'abord, c'est l'existence en voie de... c'est pas complètement acquis, mais... On constate quand même, à travers l'étude des différentes jurisprudences, qu'il existe, semble-t-il, une présomption de préjudice qui est liée ou attachée aux atteintes illicites à ces droits. Alors, cette question a fait l'objet d'un dossier à la RDLF en 2012-2013, donc je vous renvoie à ce que disait ce dossier. Mais on constate, à travers la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation en particulier, qu'il y a toute une série de contentieux qui concernent le droit de propriété, le droit au respect, très variés en plus ces droits, droit de propriété, droit au respect de la dignité, droit délai raisonnable de jugement, droit de la personnalité, etc., où on constate toute une série de jurisprudences dans lesquelles le juge va considérer que dès lors qu'il y a une atteinte illicite à l'un de ces droits, cela justifie percée, entre guillemets, réparation. Autrement dit, il y a une sorte de présomption de préjudice et il y a peut-être une dimension punitive dans cette réparation que donnent à voir ces différentes jurisprudences. Enfin, dernier élément de cette garantie, et là je remonte vers les limbes du droit européen, c'est quand même l'existence d'obligations spécifiques de l'État à l'égard de la garantie de ces droits. Alors bien sûr, si on se tourne vers le droit européen, on pense tout de suite à la technique des obligations positives, qui illustre cette idée que l'État a une responsabilité particulière d'assurer cette garantie, mais on en retrouve bien sûr des échos dans la jurisprudence administrative, en matière de police administrative, où effectivement, de plus en plus, le juge administratif insiste sur les compétences spécifiques des autorités administratives à cet égard. Donc voilà pour ces différents éléments de cette grille d'analyse, qui me semble, j'insiste, globalement pertinente. Je ne prétends pas qu'elle fonctionne à tous les coups, mais elle permet, me semble-t-il, de rendre compte de manière générale de la manière dont les libertés sont appréhendées au sein de notre système juridique, dont il ne s'agit pas d'une discipline, il s'agit des éléments d'une grille de lecture. C'est ça que j'ai appelé cet espéranto juridique, mais j'insiste bien sur l'idée que cette grille, elle aspire plutôt à être une base de réflexion, plutôt que comme un point d'arrivée. C'est work in progress, comme on pourrait dire. Voilà, ouais, comme quoi je peux parler anglais parfois. Je vous remercie. Merci beaucoup Xavier pour ce cours de volapük juridique. Pour une fois que tu ne l'appliques pas au droit de l'Union européenne, j'apprécie. Et donc, vu l'heure, je vais passer la parole sans plus tarder à Michel Farge, qui va nous parler de l'universalité des droits de l'homme au prisme du droit international privé. Merci. Donc le sujet, l'universalité des droits de l'homme au prisme du droit international privé, je vais commencer peut-être par dénoter un peu par rapport à d'autres intervenants. Je ne vais pas me plaindre du sujet qui m'a été attribué, que j'avais dû accepter furtivement dans un couloir. Le sujet, bien que complexe, me paraît très intéressant. Je crains simplement d'être un peu long et je t'invite à ne pas hésiter à m'interrompre. Peut-être pas tout de suite, me laisser quelques temps. Le sujet correspond bien à l'idée générale de la RDLF, puisqu'il s'agit bien de confronter des droits qui ont des objectifs, des finalités différentes. Je vais reprendre ces objectifs en disant peut-être quelques banalités pour des spécialistes comme vous sur les droits fondamentaux, et puis d'autres banalités, mais que vous connaissez peut-être moins, sur le droit international privé.
Alors, s'agissant du droit des droits fondamentaux, il me semble que c'est un droit qui conçoit justement le droit sous l'angle des droits subjectifs. Il s'agit de défendre des droits inhérents à la personne humaine, droits qui doivent être protégés sans considération de nationalité, sans considération de domicile et aussi sans considération de la société nationale dans laquelle l'individu est inséré. Ces droits paraissent ainsi être directement mobilisables sur une scène juridique qu'on pourrait qualifier de mondiale. Les frontières entre les différents États ne devraient pas être des obstacles à la réalisation des droits fondamentaux. Si on poussait à l'extrême cette logique, on pourrait se demander s'il est possible de résoudre les contentieux de droit privé, ceux qui concernent les relations familiales internationales, ça va être mon principal terrain de jeu, et bien s'il n'est pas possible de résoudre ces contentieux en utilisant uniquement les droits fondamentaux. C'est-à-dire que face à une situation internationale, il suffirait de mettre en œuvre le droit au respect de la vie familiale de chacun, le droit à l'égalité des sexes, le droit à l'égalité des parents, etc., la primauté de l'intérêt de l'enfant. Et ces références seraient suffisantes pour résoudre les difficultés qui naissent entre les particuliers. Alors ce programme qui conduirait à dire que les relations internationales peuvent être régies uniquement par des droits fondamentaux, il est évidemment complètement surréaliste, totalement irréaliste et aussi dévastateur. Le programme, il est surréaliste tout d'abord parce qu'il conduirait à une catégorie d'individus, ceux qui sont à cheval entre plusieurs frontières, ceux qui ont contracté un mariage mixte. Et ben tous ces individus seraient affranchis des contraintes législatives nationales. Eux disposeraient d'une sorte de lex familia qui serait composée de droits fondamentaux, à l'image des opérateurs du commerce international qui, eux, ont la lex mercatoria. Mais il n'est pas concevable ainsi de priver, de n'imposer aucune contrainte à cette population de migrants internationaux. Alors ce projet, il serait aussi irréaliste parce que les droits fondamentaux, malgré tous les mérites qu'on leur reconnaisse, ne suffisent pas à résoudre au fond tous les litiges. Même dans la matière qui nous intéresse, même en droit de la famille, il y a des contentieux techniques pour lesquels on a besoin de règles tout aussi techniques, contentieux qui ne peuvent pas se régler simplement avec des déclarations de principe. Je prends un exemple, on ne peut pas liquider une succession internationale seulement en se référant aux droits fondamentaux du défunt. D'abord, est-ce qu'il en a encore puisqu'il est décédé, ou en se référant aux droits fondamentaux des héritiers, il faut bien une loi pour dire qui sont les héritiers. Non, c'est vous dire que tous ces contentieux doivent d'abord passer par l'intermédiaire d'une loi et les droits fondamentaux ont simplement un rôle second, un rôle de deuxième lame, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont venir contrôler si le résultat opéré par les lois nationales sont conformes ou non à ces droits, à la suite d'un raisonnement qu'on a expliqué, un raisonnement en termes de proportionnalité. Enfin, et j'arrive vers le sujet posé par Xavier, cette idée de soumettre les relations privées internationales uniquement aux droits fondamentaux serait dévastateur, puisque en effet, donner plein effet aux stipulations de la Convention européenne ou de la Convention internationale sur les droits de l'enfant conduirait à donner plein d'effets à un droit qui est particulièrement libéral et particulièrement égalitaire. Il en résulterait par exemple que de nombreuses règles d'organisation de la famille, par exemple les règles musulmanes, seraient condamnées sans aucune nuance, sans aucun bénéfice d'inventaire. On pense à la polygamie, la répudiation, l'interdiction pour l'enfant né hors mariage d'établir une filiation paternelle, ou encore les discriminations selon le sexe ou la religion. Or, cet effet dévastateur n'est pas souhaitable. Cet effet serait beaucoup trop abrupt, beaucoup trop absolu. C'est-à-dire, et on peut même dire, et c'est là où j'en viens au sujet, que si on adoptait cette position, on risquerait de se voir reprocher une condamnation sans nuance des droits étrangers, qui serait l'expression d'une forme d'ethnocentrisme, qui serait aussi la manifestation agressive d'un hégémonisme de la conception occidentale des droits fondamentaux. C'est bien cette idée, je crois, qui est au cœur de l'intervention que m'a demandé mon collègue et ami Xavier Dupré de Boulois. Alors, s'agissant de l'idée même d'universalité des droits fondamentaux, il faut observer que le droit international privé est particulièrement réaliste par rapport à cette universalité. Il est réaliste d'une part quant à sa conception des droits fondamentaux. De longue date, il a compris que l'universalisme était plus une ambition qu'une réalité. Il a compris que beaucoup de droits fondamentaux n'avaient de valeur universelle qu'au sein des États qui partageaient justement ces mêmes valeurs. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler une formule célèbre, particulièrement
surprenante élaborée par la Cour de cassation dans un arrêt Lautour en 1948. Je vous rappelle cette formule. Elle consistait à dire que l'exception d'ordre public assurait la défense des principes de justice universelle, entendez aujourd'hui les droits fondamentaux par principe de justice universelle, considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue. Tout est à peu près dit sur le véritable universalisme des droits fondamentaux. Le DIP est aussi réaliste parce qu'il est fréquemment confronté à des droits, notamment d'obédience musulmane, qui ne partagent pas la même conception des droits fondamentaux, qui ont leur propre déclaration des droits fondamentaux, parfois des déclarations d'ailleurs qui ne sont pas étatiques, mais qui sont d'ordre confessionnel. Alors en prise à cette réalité, il faut tout de suite le dire, le DIP manquerait à sa finalité originelle si son seul objectif était de défendre l'universalité des droits fondamentaux. L'objectif du DIP est bien différent, je vous le rappelle, il est assez simple. L'objectif du DIP est de faire vivre ensemble des systèmes différents et d'essayer de les coordonner au mieux. Pour réaliser cet objectif, le DIP part d'un postulat qui est aussi idéaliste que l'universalisme des droits fondamentaux. Il part du postulat de l'égalité entre la loi française et la loi étrangère. Or, on le sait, ce postulat conduit au relativisme, c'est-à-dire que les différents droits civils, les différentes règles de droit national ne sont que des réponses différentes à des problèmes identiques qui se posent dans toutes les sociétés. Dans ces conditions, le DIP invite à considérer qu'il peut être bon d'accepter des droits différents afin que le phénomène de la frontière n'ait pas pour effet de rompre la continuité de traitement des situations internationales. L'objectif du DIP, c'est parfois accepter les droits différents afin de ne pas multiplier les rapports boiteux. Vous vous souvenez tous ce que c'est qu'un rapport boiteux, une adoption prononcée dans un pays par exemple qui ne serait pas reconnue dans un autre. Alors pour atteindre ces objectifs, vous comprenez bien que le droit international privé passe par des règles particulières, vous le savez, les règles de conflit, les règles de conflit de loi, les règles de conflit de juridiction. Et l'objectif de ces règles, en général, c'est d'atteindre un principe de proximité, c'est-à-dire de désigner la juridiction et la loi qui est la plus proche de la situation. Ce n'est bien sûr pas de désigner la juridiction et la loi qui permettront d'atteindre au mieux l'universalité des droits fondamentaux. Alors ces différences d'objectifs entre les droits fondamentaux et le droit international privé conduisent en général à faire une opposition caricaturale entre les deux disciplines. À l'exception notable de Fabien Marchadier, la plupart des auteurs opposent d'un côté le droit européen ou occidental des droits fondamentaux, qui en voulant assurer l'universalité des valeurs qu'il défend, aboutirait à construire des murs infranchissables entre les systèmes juridiques nationaux lorsque ces systèmes sont issus de civilisations et de cultures différentes. De son côté, lui, le droit international privé, animé par un esprit de relativisme, d'ouverture sur les autres systèmes juridiques, essayerait de maintenir quelques passerelles entre les droits, même entre ceux qui ne partagent pas la même conception des droits fondamentaux. Ça, c'est la présentation habituelle qui conduit en général les auteurs à des réflexions méthodologiques qui cherchent à assurer une certaine universalité des droits fondamentaux tout en maintenant l'objectif de coordination des systèmes qui est celui du droit international privé. Alors je ne vais pas reprendre ces discours doctrinaux, je vais surtout m'intéresser au droit positif. Et dans une première partie, je vais être obligé de souligner que l'universalité des droits fondamentaux est cantonnée par le droit international privé. Cette première partie me permettra de développer une seconde qui est plus en accord avec le sujet tel qu'il a été formulé par Xavier. Je me placerai dans la seconde partie du côté des droits fondamentaux et j'essaierai de démontrer que les solutions du droit international privé paraissent révélateurs d'une certaine hiérarchie entre les droits fondamentaux. Alors le premier point tout d'abord, l'affirmation que l'universalité des droits fondamentaux est cantonnée par le droit international privé. Pour le démontrer, vous savez, il faut se méfier de l'esprit de système, il faut essayer d'être un maximum honnête intellectuellement. Et cette honnêteté intellectuelle me conduit à dire qu'il existe quand même des contre-exemples, des hypothèses où l'universalité est renforcée par le DIP. Alors je vais parler rapidement de ces contre-exemples pour ensuite montrer la tendance générale. Je vais donc d'abord vous présenter l'universalité des droits fondamentaux exceptionnellement relayée par le droit international privé, et puis on verra que l'universalité est généralement éclipsée par le droit international privé. Alors, les rares hypothèses où l'universalité est relayée par le droit international privé
sont des hypothèses dans lesquelles la matière accepte d'abandonner ses méthodes traditionnelles. Elle accepte de ne plus être un droit de répartition des compétences législatives et juridictionnelles nationales. C'est des hypothèses dans lesquelles le droit international privé opère une véritable mutation, puisqu'il essaye d'assurer ce qu'on appelle l'application directe des droits fondamentaux. Alors en général, ces hypothèses sont très critiquées par la doctrine, qui se montre parfois très critique ou simplement sceptique. Alors, les raisonnements traditionnels du DIP ont été tout d'abord abandonnés, principalement dans une affaire caractéristique. Il s'agit de l'affaire les époux Moukarim, une affaire jugée par la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2006. Alors j'attire tout de suite votre attention, en l'occurrence, le droit fondamental en cause n'était pas n'importe lequel. Cette affaire, je pense, est connue. Il s'agissait d'une Nigérienne qui était prétendument employée par un Britannique en Afrique, et à l'occasion d'un voyage en France, elle avait réussi à s'échapper et à dénoncer la situation d'esclavage domestique dans laquelle elle se trouvait. La question qui se posait, c'était de savoir si les tribunaux français étaient compétents et quelles lois ils pouvaient appliquer à cette situation. La Cour de cassation rend un attendu de principe que je vais vous lire. Elle affirme que l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridiction et de loi pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France en raison du séjour temporaire de la victime sur le territoire français, et contentieux qui a été élevé par cette victime, ce salarié qui était placé au service de cet employeur sans manifestation personnelle de sa volonté, c'est-à-dire qu'elle était employée dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle. Donc on voit bien ici que la volonté de sanctionner une situation d'esclavage domestique conduit sous couvert d'ordre public, mais c'est un ordre public un peu particulier ici, conduit à évincer totalement les raisonnements classiques du droit international privé. L'idée, c'est que face à une atteinte aussi grave aux droits fondamentaux, il faut accepter que ceci soit d'application directe devant les juridictions françaises. Alors si on raisonne en termes de conflit de juridiction, on a l'impression qu'en présence des droits fondamentaux, la Cour de cassation ici consacre une nouvelle règle de conflit de juridiction, qui sera inspirée de l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre premier de la présente Convention. Donc dès lors que cette jeune femme, dans cette situation dramatique, se trouvait sur le territoire français et qu'elle pouvait saisir la juridiction française, cette juridiction était compétente pour sanctionner la violation d'un droit fondamental. Le même raisonnement, vous l'avez vu, est adopté pour la détermination du droit compétent. On ne recherche pas la règle de conflit, on ne recherche pas quelle était la loi qui avait les liens les plus proches avec la situation. On considère que la nécessité de protéger le droit fondamental en cause justifie l'application directe et immédiate du droit français qui est protecteur. Alors cette manière de faire, application directe des droits fondamentaux, est une manière qui demeure relativement exceptionnelle. Le plus souvent, en réalité, l'universalité des droits fondamentaux va se trouver éclipsée par le droit international privé. Alors comment cette universalité est éclipsée par le droit international privé? Elle est éclipsée par l'inclusion des droits fondamentaux dans le mécanisme de l'exception d'ordre public. Alors l'exception d'ordre public dont il est question, c'est pas celle de l'arrêt Moukarim qui permettait d'écarter complètement le DIP pour reconnaître la compétence du juge français et de la loi française. L'exception d'ordre public dont il est question, c'est celle qui intervient en fin de raisonnement, c'est-à-dire qui va intervenir comme ultime argument, soit pour refuser une décision étrangère parce qu'elle paraît contraire à nos valeurs, soit pour refuser d'appliquer une loi étrangère désignée par notre règle de conflit. Alors il faut bien comprendre que l'exception d'ordre public, c'est l'instrument qui permet de défendre les valeurs françaises, et les droits fondamentaux, finalement, ne deviennent que de précieuses indications sur les valeurs françaises. Ils n'ont plus une réelle autonomie. C'est simplement des guides pour dégager ce qui est essentiel dans la société française. Alors, inclus dans l'exception d'ordre public, le caractère universel des droits fondamentaux va se voir limité,
puisque l'exception d'ordre public est un mécanisme qui est éminemment relatif, un mécanisme qui est laissé à l'appréciation du juge. Alors j'ai retenu deux formes de relativisation de ce mécanisme qui vont vous montrer que l'universalité des droits fondamentaux peut être éclipsée par le droit international privé. La première forme de relativisation, c'est qu'on enseigne traditionnellement en droit international privé que avant de déclencher l'exception d'ordre public, enfin pour déclencher l'exception d'ordre public, il ne s'agit pas de regarder abstraitement le droit étranger, de regarder s'il est conforme à nos valeurs. Non, l'exception d'ordre public réagit non pas vis-à-vis d'un droit abstrait, mais vis-à-vis d'un droit tel qu'il est concrétisé dans une espèce particulière. Il en résulte par exemple qu'un droit qui est objectivement contraire aux droits fondamentaux peut néanmoins ne pas soulever l'intervention de l'ordre public parce que dans le cas d'espèce, il produit une solution qui est conforme à nos valeurs. Je prends un exemple, je vais limiter le nombre d'exemples, avec l'exemple d'une répudiation. L'ordre juridique français est confronté à une répudiation. On se dit nécessairement que l'égalité des sexes est en cause, mais il y a une particularité ici, c'est que cette répudiation a été prononcée à l'initiative du mari, mais sa reconnaissance en France est demandée par l'épouse. Donc dans ces conditions, on va considérer que cette répudiation, parce qu'elle est acceptée par l'épouse, peut tout de même être reconnue en France avec cette particularité par rapport à la thèse de Julie peut-être, c'est qu'en DIP, il serait comme ça possible de renoncer au droit fondamental à l'égalité en acceptant son statut de femme répudiée. Le deuxième facteur de relativisation des droits fondamentaux provient de l'appréciation des liens de la situation avec la France. L'idée générale, c'est que l'universalité des droits fondamentaux pourra être cantonnée lorsque la situation en cause est éloignée de la société française, immergée dans une société qui n'a pas les mêmes conceptions de la famille et de son droit. L'exemple classique, c'est l'exemple des répudiations musulmanes lorsqu'elles ont été obtenues à l'étranger. La Cour de cassation nous dit classiquement que ces répudiations ne sont contraires à l'ordre public que si elles frappent une cellule familiale qui vit en France, c'est-à-dire que si l'auteur de la répudiation ou la femme victime est française, ou alors si le couple vivait en France. Ce qui laisse entendre à contrario que si une répudiation interviendrait dans une situation qui est entièrement immergée dans une société étrangère, dans ce cas-là, l'ordre public ne jouerait pas et l'universalité des droits fondamentaux serait atteinte. On pourrait faire la même démonstration avec la question de l'établissement de la filiation. Toujours est-il que à ce stade, si on fait le bilan du droit positif, on s'aperçoit que ce bilan est assez contrasté. Parfois, il y a application directe des droits fondamentaux et donc promotion de l'universalité. D'autres fois, il y a restriction de l'universalité des droits fondamentaux en exigeant que la situation en cause ait un lien de proximité avec la France. Il semble, à la lumière de la jurisprudence de DIP, que tous les droits fondamentaux ne sont pas traités de la même façon. Autrement dit, certains droits fondamentaux seraient peut-être en DIP plus fondamentaux que d'autres. Et c'est cette idée qui m'a inspiré une deuxième partie, mais qui est plus prospective. Deuxième partie qui serait l'idée que les droits internationaux privés seraient révélateurs d'une hiérarchie entre les droits fondamentaux. Alors je vais m'expliquer très rapidement, puisque j'ai compris que je marchais sur des œufs en parlant de hiérarchie entre les droits fondamentaux, que c'était une notion qui n'était pas forcément admise par tous. Faut bien comprendre mon propos. La hiérarchie entre les droits fondamentaux ici, c'est une hiérarchie qui est propre au droit international privé. Hiérarchie qui oppose certains droits fondamentaux qui vont pouvoir s'appliquer en ayant une véritable vocation universelle, c'est-à-dire sans aucune considération des liens de la situation avec la France, qui s'appliqueront même à des situations qui sont très éloignées de la France, et puis d'autres droits fondamentaux qui, eux, sont conditionnés par un lien de rattachement important avec la France. Alors si on se livre à cette hiérarchie, on s'aperçoit par exemple que du côté de la jurisprudence, les droits de la défense sont des droits qui sont universellement défendus, c'est-à-dire que, par exemple, si une décision a été rendue à l'étranger, même dans un État qui n'est pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme et que cette violation viole les droits de la défense, elle ne sera pas reconnue en France, peu importe qu'elle a été rendue dans un pays qui défend d'autres cultures, dans un pays où le juge n'a pas les mêmes conceptions que celles qu'aurait un juge français.
Les droits intangibles, on l'a vu avec l'arrêt Moukarim, seront aussi défendus sans considération de lien de rattachement avec la France. En revanche, et vous le verrez plus dans ma contribution écrite, le droit à l'égalité des sexes, lui, suppose un rattachement avec la France pour être défendu. Il n'a pas, au regard du DIP, une vocation universelle. Donc la jurisprudence est assez cohérente en opérant cette forme de hiérarchie entre les droits fondamentaux. Je veux simplement terminer en disant que cette cohérence, elle n'est pas forcément identiquement reçue par le législateur. Par exemple, lorsqu'on a créé le mariage pour tous, vous savez qu'on a introduit dans le Code civil une règle de conflit de loi particulièrement engagée en vue de la célébration des mariages homosexuels, règle de conflit de loi en vertu de laquelle, par exemple, 2 Russes, s'ils résident habituellement en France depuis un mois, vont pouvoir contracter mariage. C'est-à-dire ici qu'on voit le législateur défendre un droit dont on n'est pas encore sûr qu'il soit fondamental, ni même en France, ni pour la Cour européenne des droits de l'homme, mais choisir de le relayer, de lui conférer une vocation quasi universelle. Donc c'est quand même l'idée générale, c'est que cette proposition de hiérarchie entre les droits fondamentaux peut parfaitement être mise en cause, parce que derrière les droits fondamentaux, il me semble qu'il y a aussi souvent un effet de mode, un effet aussi de prosélytisme, et qu'on voit notamment à travers la position française pour le mariage pour tous. Voilà ce que je pourrais dire. Après... Ouais, merci beaucoup Michel pour cette intervention à la fois très riche et qui a respecté parfaitement le temps qu'il est imparti. Mais tu as fait ça avec un vrai talent et je ne doute pas que la communication sera bien plus complète quand nous la publierons. J'ai l'impression quand même d'être un bûcher canadien quand même à un moment. C'est peut-être pour ça que j'ai compris ce que tu expliquais. Quand on ne rentre pas trop dans la nuance. En tout cas, c'était très intéressant. On voit bien la tension entre cette notion d'ordre public et de droit international privé et l'universalité des droits de l'homme. Alors justement, en parlant d'universalisme, d'universalité des droits de l'homme, je ne sais pas, je cède sans plus tarder la parole à Laurence Burog-Larsen qui va nous dire si le droit international des droits de l'homme existe. Merci cher Romain. Avant tout, vraiment Xavier Romain, un grand merci pour cette invitation. Je suis très très heureuse d'être là. C'est une très jolie revue. Vous avez eu raison de fêter ces 5 ans. Très jolie revue et très nécessaire revue, comme ce colloque qui décloisonne totalement. Alors, comment identifier l'existence du droit international des droits de l'homme ? Une première manière d'aborder l'interrogation consiste en quelque sorte à se pencher sur ceux qui en parlent. Il est question de décrypter les discours portant sur le droit international des droits de l'homme. Or, quand on sait en quelque sorte que nommer, c'est normer, on se rend compte assez aisément que quels que soient les contenus de ces discours, négatifs, positifs, ils participent à poser l'existence de ce droit. Ceci affirmé, si l'existence de multiples types de discours participe au bout du compte à en faire une branche autonome, j'irai pas jusqu'à dire à une discipline, mais j'y réfléchirai en reprenant tous tes critères, il faut encore se poser la question de savoir si, une fois que cette branche existe-t-elle bien ? Qu'est-ce qu'exister ? L'existence arrive à se poser l'existence d'une bonne existence. Et là, la qualité de l'existence est ici en jeu. Autrement dit, le droit international des droits de l'homme arrive-t-il à atteindre ce Graal, celui de la cohérence, qui est pour tout juriste accoutumé à la rationalité, l'horizon nécessaire, tant du processus constituant à créer le droit international qu'à l'appliquer. Alors on va voir que si les discours sur le droit international des droits de l'homme, je ne vais pas à chaque fois répéter des droits de l'homme, participent à révéler son existence, il n'en reste pas moins qu'il est pour l'heure impossible d'y déceler une cohérence. Écartelé, morcelé, écartelé et éclaté entre plusieurs systèmes et régimes juridiques, il est vain, absolument vain, d'y chercher une cohérence rassurante, le droit international des droits de l'homme est pour l'heure réfractaire à l'unité. Alors quelques mots sur les discours qui sont constitutifs de l'existence. Dénoncer, en quelque sorte, c'est faire exister. C'est exactement ce à quoi on assiste dans l'univers du droit international. Il est l'objet de multiples attaques, ce droit international des droits de l'homme, qui ont toutes pour point commun, grosso modo, la volonté délibérée, pour ne pas dire le programme, l'agenda, de débusquer, de révéler les biais dont il serait porteur.
En ce sens, ce discours de dénonciation participe à démontrer en retour son existence. Sur un autre plan, et s'éloignant des approches qui empruntent clairement ici à l'idéologie, optant pour des analyses beaucoup plus classiques qui relèvent de la technique du droit, un autre discours permet tout autant de faire vivre ce droit international des droits de l'homme, c'est celui de la valorisation. Valoriser, c'est également faire exister. Et ici, au lieu de dénoncer les soubassements idéologiques biaisés du droit international contemporain positif du droit international des droits de l'homme, il s'agit plutôt de valoriser les techniques juridiques particulières qui lui sont propres. Quelques mots sur les discours de dénonciation, j'irai très vite. Il y a aujourd'hui, tout en courant, très critiques sur ce droit international. Ces analyses critiques sont très nombreuses. Elles révèlent les fractures idéologiques au sein de la communauté des internationalistes, au sens global, celles qui existent sur la planète et pas uniquement sur l'Hexagone. De l'école des Twale, comme on a l'habitude de le dire, les approches tiers-mondistes, autrement dit le droit international des droits de l'homme, en passant par les multiples courants féministes, le droit international et en son sein celui des droits de l'homme est totalement revisité pour mieux être dénoncé. Et les nouveaux courants critiques ont pour objet de proposer d'autres approches, tantôt moins occidentales, tantôt moins centrées sur la domination des hommes. Et d'une certaine manière, ces multiples théories contestataires sont bien la démonstration de l'existence d'un droit international des droits de l'homme et qui est en tant que tel critiqué, dénoncé, car il est porteur de nombreux biais. Parallèlement à ces discours critiques, il y a à l'inverse des discours laudatifs qui valorisent les spécificités techniques de ce droit international des droits de l'homme. Quelques mots sur les discours de la valorisation. Alors ici, c'est très classique, la disputation orthodoxe qui a traversé les rangs de la petite communauté des internationalistes, quelle que soit d'ailleurs leur formation, leur nationalité, et qui a longtemps fait l'objet de querelles techniques, c'est celle de la singularité des traités de protection des droits de l'homme par rapport aux traités internationaux généraux. Et cette querelle a eu en France son âge d'or. C'est le colloque organisé à Strasbourg en 1997 par la Société française pour le droit international, qui était relatif à la protection des droits de l'homme et à l'évolution du droit international, qui en fut en quelque sorte l'apothéose, en ce qu'il exposait les éléments de la querelle scolastique, pour reprendre l'expression de Jean-François Floss, mentionné dans son formidable rapport, et très très savant rapport introductif. Il y identifiait d'un côté les intégristes, les traditionalistes qui s'emploient à préserver l'intégrité du droit international classique, et de l'autre, les autonomistes, voire les sécessionnistes, qui ont tendance, écrivait-il, à développer une conception messianique de la protection des droits de l'homme, et en affirmant donc l'existence d'une branche autonome du droit international. Alors, les arguments avancés par les autonomistes sont assez connus. Il s'agit du caractère objectif des droits de l'homme qui s'est matérialisé dans nombre d'instruments internationaux, d'ailleurs, repris et valorisé par tous les organes de protection, quels qu'ils soient sur la planète. Et les conséquences sont des aménagements, voire l'éradication, aménagement et éradication de certaines règles classiques propres au droit international général en matière de réciprocité, en matière de réserve, en matière de dénonciation. Alors aujourd'hui, la controverse semble largement dépassée, les débats se sont déplacés au fur et à mesure que le droit international des droits de l'homme a évolué. À la querelle de la singularité a succédé celle de la multiplicité porteuse, le mot a déjà été formulé par Xavier, de fragmentation. Le danger, l'horreur de la fragmentation a été portée sur la place publique, celle des internationalistes, c'est-à-dire celle de la Commission du droit international, par le très célèbre rapport de Koskeniemi sur la fragmentation du droit international public, publié en 2006. Et ce rapport alimentait absolument toutes les peurs en postulant la désintégration du droit international général par la multiplication des régimes autonomes. Mais ce rapport de la Commission du droit international a plus dénoncé, en fait, et mis en garde du danger d'une fragmentation entre le droit international général d'un côté et les autres branches du droit spécialisé qu'il n'a dénoncé la fragmentation au sein même du droit international des droits de l'homme. Or, elle est bien réelle. Cette fragmentation du droit international des droits de l'homme, elle est bien réelle. Affirmer aujourd'hui l'unité de ce droit serait totalement faire preuve, alors
un, d'un aveuglement assez préoccupant, ou alors deux, encore aussi préoccupant, d'un engagement militant faisant fi d'un minimum d'objectivité. Car la réalité est d'une hétérogénéité et d'une complexité, mais folle. Foisonnement normatif, institutionnel, absolument protéiforme, rétif à toute systématisation. J'ai essayé. Non, c'est pas possible. Donc, multiplicité des sources, au statut divers, hard et soft. Multiplicité des mécanismes de contrôle au sein d'enceintes aux fonctions variées, aux fonctions de type politique, aux fonctions de type juridictionnel, aux fonctions de type quasi-juridictionnel. Tout ceci ne permet pas de penser le droit international du droit de l'homme en termes de système, où seraient ordonnés tout à la fois les textes, les structures, ayant pour objet de les contrôler. L'ordre et l'unité sont absolument introuvables. La cohérence est introuvable. Alors ce constat en appelle un autre, celui de l'existence, tantôt organisée, tantôt spontanée, de palliatifs à ce désordre. Là encore, ces palliatifs ne sont pas du tout des panacées. Ils ont tous leurs défauts, mais ils atténuent toutefois simplement le choc des confrontations procédurales et normatives. Alors, quelques mots rapides, très rapides, sur l'introuvable cohérence. Ce qui est intéressant, c'est de voir la rhétorique sur le système universel, les systèmes régionaux de protection, le système européen, le système africain, le système interaméricain. En réalité, c'est une rhétorique qui n'a pas lieu d'être, car cela n'implique pas l'organisation pensée, réfléchie. Autrement dit, on constate deux choses. Une incohérence externe, c'est-à-dire entre systèmes internationaux de protection, c'est évident, le système institutionnel qui n'est pas lui-même un système, n'est pas comparatif aux autres systèmes régionaux, par exemple, et une incohérence interne au sein même des soi-disant systèmes internationaux de protection. Donc elle est introuvable, cette cohérence. Et je voudrais juste dire ici, en réalité, rappeler totalement une banalité, mais on l'oublie peut-être. Il n'y a là que la conséquence logique de l'ingénierie normative à l'échelle internationale. Chaque organisation internationale, à portée universelle ou régionale, à un moment donné T, de son évolution interne, de l'évolution des relations internationales, de l'apparition de pressions de multiples acteurs, ceux des États, ceux de la société civile, etc., décidera de se lancer ou pas dans l'élaboration d'un traité de protection, dans l'élaboration d'un texte de nature déclaratoire, très important dans le champ des droits de l'homme, afin de combler ce que cette organisation, avec l'aide des États, perçoit comme étant un vide normatif. Bref, il s'agit ici ni plus ni moins de la conséquence de l'autonomie créatrice des organisations internationales qui mettent en place, comme elles l'entendent, leur agenda, au sein duquel, évidemment, par la force des choses, la politique juridique extérieure, pour reprendre une expression belle et bien connue, de chaque État va se manifester. Donc il est évident que les organisations internationales comme les États n'entendent pas sacrifier leur autonomie pour les premières et leur souveraineté pour les seconds sur l'autel de l'idéal d'une nécessaire unité ou à tout le moins d'une nécessaire cohérence du droit international des droits de l'homme. Bref, contracter des engagements parallèles et contradictoires, pour reprendre le titre d'un cours à l'Académie de la Haye d'Emmanuel Roukouna, c'est vraiment le propre des États. Alors, le panorama se complexifie quand on sait que le mouvement de juridictionnalisation qui a saisi le droit international, plus particulièrement des droits de l'homme, a engendré un phénomène très singulier, celui de la compétition. À la multiplication, s'est ajoutée la compétition. Voilà que des cours dont la compétence première et originale n'est pas du tout de protéger les droits de l'homme, voilà qu'elles ont été amenées par la force des choses. Pour chaque cours, il y a une histoire, à investir le terrain qui consiste à statuer sur des questions relatives aux droits de l'homme, de la Cour internationale de justice à la Cour de justice de l'Union, en passant, décloisonnons, par les multiples cours africaines et latino-américaines qui sont nées dans des systèmes économiques d'intégration, à l'image du système de l'Union. En Afrique, il y a 4 ou 5 sous-systèmes régionaux d'intégration. La plus connue de ces cours est la cour ECOWAS, la cour de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a la même chose en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Il y a la même chose dans la communauté andine, dans la communauté des Caraïbes.
Il y a des cours qui sont à la tête de systèmes économiques d'intégration et qui, à l'instar vraiment du phénomène européen, ont été amenés à statuer en matière de protection des droits de l'homme. Donc vous l'avez compris, il y a évidemment une multiplication des conflits d'obligations concurrentes dans ce contexte. Alors, quelques mots, et pour terminer, j'espère que ça va. Les palliatifs au désordre. Le désordre étant protéiforme, les palliatifs le sont absolument également. Ces palliatifs sont tantôt délibérés, réfléchis, et ils prennent corps au sein des traités. On pourrait les appeler des palliatifs textuels, bon, faute de mieux. Tantôt ils sont spontanés, naissant d'approches synergiques. Approches synergiques soit des négociateurs des traités, soit de ceux qui interprètent et appliquent ces traités, les juges, bref, on a là affaire à des palliatifs de type pragmatique. Ces palliatifs se manifestent tantôt au plan procédural, tantôt au plan normatif. Ils fonctionnent tantôt pour éviter les écueils chaotiques entre systèmes, qu'au sein même des soi-disant, entre guillemets, systèmes. Et enfin et surtout, ils ont différents dessins. Sans prétendre à l'exhaustivité, je dois encore creuser, mais on peut à ce stade affirmer que certains palliatifs ont pour objet soit d'éviter, soit d'atténuer la diversité intersystémique entre systèmes internationaux de protection des droits de l'homme. Éviter les conflits de juridiction, c'est l'objet, par exemple, de l'exception de litispendance. Atténuer les conflits d'obligations concurrentes, c'est l'objet de techniques interprétatives qui distillent dans un premier temps une dose de courtoisie judiciaire, sans toutefois renoncer à faire prévaloir, in fine, la protection d'un système sur un autre. On a là la technique de la protection équivalente ou encore de l'interprétation conforme. D'autres palliatifs ont pour objet tout à la fois d'atténuer, sur le plan normatif, l'incohérence externe entre systèmes, mais aussi interne à l'intérieur d'un même système. Et ici, quelque chose de connu, évidemment, mais connu en Europe, mais sachez que ça existe absolument partout dans le monde, c'est tendre vers l'idéal de concordance normative. Et je pense que sur l'échelle des importances, c'est le point clé en réalité, hein, parce que les systèmes soient différents en termes institutionnels, procéduraux, c'est bien logique. Mais on est dans le droit et on est dans le champ des droits et libertés, et ce à quoi il faut tendre au mieux, c'est la cohérence sur l'interprétation des droits et libertés. Et ici, ce qui est très, très intéressant, c'est que la problématique repose sur des ressorts qui se manifestent tout à la fois en amont de l'adoption des traités, c'est-à-dire au stade de leur élaboration, mais aussi en aval, au stade de leur interprétation. Alors en amont, c'est le phénomène bien connu de la fertilisation croisée, c'est-à-dire que les rédacteurs des traités internationaux, aujourd'hui, ne peuvent plus ignorer ce qui existe déjà. Et il y a, dans un champ, en Europe ou en Amérique latine, on lance un traité sur la protection des femmes, existe-t-il une convention internationale déjà sur la protection des femmes? On va essayer de faire en sorte que la concordance dans le contenu de la protection sur les femmes soit le plus similaire. Vraiment l'exemple sur la non-discrimination à l'égard des femmes, l'exemple sur les discriminations forcées, sur la torture, est très révélateur de ce phénomène de fertilisation en amont au stade de l'élaboration où, conscients de la diversité régionale, universelle, les rédacteurs, très souvent poussés par la société civile, font en sorte d'atteindre un maximum l'équivalence normative. Et en aval, bien sûr, et je terminerai là-dessus, comment faire pour que chaque juridiction, chaque quasi-juridiction, chaque comité d'experts, chaque comité même intergouvernemental ne déploie pas une interprétation par trop autonomiste qui irait à l'encontre non seulement de la cohérence normative, mais aussi sans doute de l'universalisme des droits. Et ici, les palliatifs sont tout à la fois textuels et pragmatiques. Textuels, on recense ce que Emmanuel Decaux a vraiment bien appelé les clauses de la liberté la plus favorisée, qui indexent la protection des droits de l'homme sur l'instrument le mieux offrant. Et ces clauses établissent un principe de non-régression en matière de protection qui débouche en réalité sur la valorisation du traitement le plus favorable. Et elles incitent à valoriser ce que la doctrine latino-américaine appelle le principe pro persona, le principe pro homine. Et elles sont présentes, ces clauses, dans de nombreux traités internationaux.
Alors, dans beaucoup de systèmes, elles sont même à la base d'une ouverture subséquente aux sources extérieures par les juridictions, cette fois-ci, quand elles sont amenées à interpréter les droits. Et on rentre dans le phénomène bien connu, alors en fonction des auteurs, de globalisation des sources, de décloisonnement. Bref, en Europe, si je vous dis d'Emir et Baccarat, là vous allez les percuter. On pourrait citer en Afrique et en Amérique latine une quantité d'affaires où chaque juridiction utilise une somme formidable de sources extérieures pour arriver à dégager des droits qui ressemblent dans leur contenu un maximum à ce qui a déjà été affirmé ou posé ailleurs dans le monde. Et il y a un arrêt très très intéressant, alors là même sous l'angle procédural du 3 juin 2016 de la Cour africaine, je voulais la citer, dans l'affaire Victoire Umuhoza contre Rwanda, une affaire absolument tragique, où sur une question procédurale, les conditions de retrait d'une déclaration facultative de juridiction obligatoire par le Rwanda dans le cadre d'une procédure contre lui, dans le cadre de ce contexte, dans ce contexte, alors que le protocole qui a créé la Cour ne dit rien sur les modalités de la dénonciation de la clause facultative, eh bien la Cour africaine, avec beaucoup d'habileté, va regarder ce qu'a dit la Cour interaméricaine, va regarder l'éventail de droit international pour trancher de façon tout à fait pertinente la question. Alors, tous ces palliatifs sont loin d'être exemplaires. Ils ont tous leurs angles morts. La fertilisation croisée en amont n'est certainement pas parfaite parce qu'elle ne parvient pas toujours systématiquement à une concordance normative. L'interprétation décloisonnée, évidemment, on le sait qu'elle n'est pas parfaite. Souvent, elle est à la base d'un raisonnement qui n'est pas rigoureux. Ou même quand il est rigoureux, il enchaîne ou il débouche sur des révisions judiciaires qui engendrent des backlash, des retours des États remontés. Les mécanismes de l'interprétation conforme et de l'équivalence ne sont guère aisés à mettre en œuvre et à utiliser aussi, sont empreints de beaucoup de contradictions, mais il n'empêche que ces palliatifs participent à mettre du lien entre la multiplicité des systèmes et des régimes. Ils atténuent l'absence d'unité et ils atténuent l'impressionnante hétérogénéité des systèmes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, chère Laurence, pour cet exposé fort intéressant et qui, en fait, j'ai l'impression, de vous avoir entendu tous les trois, que quelle unité pour le droit des libertés? Pas beaucoup, finalement. Il faudrait peut-être plutôt parler d'esquisse, d'harmonisation que de réellement unité. Bien, malgré l'heure avancée, mais nous avons encore parfaitement le temps, je vous invite à poser des questions aux intervenants. En même temps ? 1, 2, 3. Bon, merci. J'ai une question à double détente, mais qui a un fil conducteur qui me semble commun. Pour les deux interventions sur le droit, les droits fondamentaux, le droit des droits fondamentaux existe-t-il ? Je me demandais en vous écoutant, moi je serais plus nuancée que vous. Je dirais quelques mots peut-être sur le droit international que je connais peut-être que je fréquente le plus en tout cas. Moi je me demande si on n'a pas des exigences à l'égard du droit des droits de l'homme ou du droit des libertés fondamentales qui vont au-delà des exigences qu'on a à l'égard d'autres branches du droit. C'est-à-dire que c'est quand même un droit qui est récent, quand même, relativement récent. En droit international, les droits de l'homme, c'est quoi ? C'est 45. Le début, c'est 45. Et encore, l'ébauche. Le droit international général, c'est... On remonte à quand ? 19e, 17e, je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus ancien. Et je ne parle même pas du droit interne, du droit civil, du droit administratif. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre au même niveau de cohérence, à la même structuration, en comparaison à d'autres branches du droit ? Je pense que non. J'aurais tendance à dire que non. Le deuxième élément, qu'est-ce que je voulais dire ? J'aurais tendance à être plus nuancée. Pour le droit interne, je me demande si on n'a quand même pas des difficultés en tant qu'universitaires, nous tous, en tout cas je m'englobe dedans, à penser le droit de façon décloisonnée. Je pense qu'on est formaté depuis la première année de droit à
voir le droit en deux distinctions, droit privé et droit public, et puis dans le droit privé, il y a le droit civil, le droit pénal, etc. Et si on réfléchit dans la pratique, ça n'a pas de sens. Et si on réfléchit à l'existence d'un droit, des droits fondamentaux, je pense que ça impose une capacité à dépasser les cloisonnements. Et je crois que c'est pas facile, parce qu'on n'a peut-être pas les réflexes et on n'a pas les outils. Et je me demandais, en écoutant ton intervention sur le droit interne, par exemple, le fait qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle Le Code des droits fondamentaux et de liberté publique. Je sais plus exactement son nom, l'ouvrage de Joël. Alors son nom est un vrai défi. Joël Andrian Zimbazovina. J'ai à peu près réussi, je crois. Est-ce que c'est pas un indice quand même qui montre que qui pourrait tendre vers quelque chose de plus d'assez cohérent? Je sais pas, c'est une question. Et là, dans le même sens, pour le droit international, il y a un ouvrage récent aussi de 2016 de Ludovic Hennebel et Hélène Tigroudja qui s'appelle Traité de droit international des droits de l'homme. Et je le trouve génial ce bouquin parce qu'ils arrivent à montrer, ils traitent. Bon, le bouquin fait plus de 1000 pages, hein, on n'a sûrement pas lu les mêmes pages, mais sur certains points, il montre quand même des points de recoupement. Sur certains points. Et je ne sais pas, l'alignement, je pense qu'avec la fertilisation croisée, avec des mécanismes des palliatifs, il y a quand même des lignes générales qui se dessinent. Et moi, j'aurais tendance à aller au-delà du palliatif au regard du caractère récent de ce droit. C'est-à-dire qu'il faut peut-être lui laisser du temps. En fait, je crois qu'on se rejoint totalement. Il y a aucun souci. Et cet ouvrage est absolument génial. Il prend constamment la précaution de souligner les points d'achoppement. Et une fois qu'on le parcourt et quand on connaît aussi les éléments qu'il décrypte, on est d'accord et on comprend que la diversité est vraiment rétive à la systématisation, mais alors là, hein, c'est les 20 minutes, c'est vraiment, et donc c'est beaucoup de nuances qui sont totalement parties, qui ont dû être éliminées du discours, mais pour moi, j'ai essayé de le dire là, juste à la fin, le point le plus formidable de connexion, c'est la fertilisation croisée, et en amont, et c'est ce qu'on appelle globalement, mais là pour le coup l'expression n'est pas bonne, de dialogue des juges, c'est l'utilisation comparée de la circulation des décisions de justice, bon, voilà, qui est extraordinaire et qui arrive effectivement dans le continuum sur le temps long et sur un maximum de droits à arriver à une convergence relativement intéressante, normative. Et en réalité, c'est fondamental. C'est ça, le fondamental dès qu'il s'agit des droits et libertés fondamentaux. Alors oui, bien sûr, la matière ou le domaine est extrêmement récent et tout cela explique la cohérence. J'ai voulu aussi prendre l'incohérence. J'ai voulu prendre un angle d'attaque extrêmement large parce que j'ai pas voulu aussi m'en tenir qu'à l'analyse normative. Et dans la communication écrite, ça sera vraiment montré. Il y a aussi un fourmillement institutionnel, procédural qui donne le tournis. Et quand on rentre uniquement dans le champ de la protection universelle des droits de l'homme, telle que dégagée par l'ONU dans les multiples comités conventionnels, c'est effrayant. Et ils essayent désespérément d'intégrer de la cohérence entre la doctrine de chaque comité conventionnel. Parce que sinon, ils raisonnent en termes fermés. Ils essaient d'intégrer de la cohérence procédurale et institutionnelle entre chaque comité et une cohérence normative. Elle n'est pas du tout donnée. Mais je sais, en même temps, chaque membre de ces institutions, quasi-judiciaires ou judiciaires, ont tous absolument conscience, et c'est peut-être là l'importance, de l'impératif de cohérence, quand même. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Pour ce qui est de ma partie, alors, effectivement, il y a un code des droits fondamentaux, mais c'est pas parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une matière, c'est-à-dire qu'il y a un marché.
On va dire les choses franchement. Il y a un marché qui est le marché de l'examen d'avocat en particulier, hein, qui est extrêmement attractif pour les éditeurs. Et c'est à mon avis d'abord ce qui explique l'existence de ce code. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aussi, dans quelques mois, la sortie en mars d'un ouvrage de grands arrêts de droit des libertés fondamentales chez Dalloz. Je me tourne vers mes voisins de droite parce qu'ils ont participé à cet ouvrage. Mais la réalité, c'est quand effectivement on a un peu réfléchi sur cet ouvrage, on est obligé de constater, moi je circule beaucoup entre les différentes disciplines du droit, je suis bien obligé de constater qu'il n'est pas possible de penser ces thématiques-là de la même manière. Chacun a son histoire, ses constructions, et que prétendre, c'est un ouvrage par exemple qui va concerner le droit civil, le droit administratif, le droit du travail, le droit européen, le droit de l'Union, le droit constitutionnel. Il n'est pas possible à mon sens qu'un seul auteur fasse bien le travail consistant à rendre compte de l'expérience des droits fondamentaux de notre système juridique compte tenu de sa diversité. Hein. Donc voilà, moi je continue à penser qu'il faut plutôt travailler sur les éléments d'un dialogue entre disciplines, mais qu'il ne faut pas avoir l'ambition de remplacer l'existant, d'autant plus que, on en avait parlé plusieurs fois avec Sébastien et avec François également, d'autant plus que finalement l'exigence de respect des droits fondamentaux, c'est bon, effectivement une finalité, mais qu'on peut parvenir à ce résultat-là sans mobiliser l'appareil droits fondamentaux. Alors je sais pas, enfin mon droit civil, les troubles de voisinage, enfin la jurisprudence sur les troubles de voisinage, globalement, elle parvient, j'ai cru comprendre en substance, à parvenir à un résultat satisfaisant au regard des exigences du droit à vivre dans un environnement sain, etc., etc. Donc il y a des branches du droit qui parviennent à un résultat qui peut être considéré comme conforme aux exigences des droits, sans être obligé de mobiliser cet appareil-là, puisqu'en réalité, il l'assure déjà à travers ses propres concepts. Hein. Donc je pense vraiment difficile de penser qu'il y a une matière qui pourrait, en plus elle ne pourrait pas remplacer. Et je pense que les travaillistes, enfin les spécialistes de droit du travail par exemple, ont à penser des problématiques dans leur discipline, que la problématique des droits et libertés des salariés est une problématique importante, mais qu'il y en a d'autres qui rentrent en ligne de compte, et que l'articulation des normes en droit du travail n'est pas la même qu'elle est en droit administratif. Voilà, enfin, moi, et c'est un peu ça d'ailleurs le projet de la RDLF. La RDLF repose quand même sur les disciplines, les différentes disciplines. On aurait pu structurer la revue à partir les droits individuels, les droits du travailleur, les droits économiques, les droits à la discrimination, etc. Si on ne l'a pas fait, c'était parce qu'on voulait aussi respecter, vraiment respecter les disciplines, non pas pour dire c'est bien, il faut que ça continue comme ça, mais c'était créer un espace pour ouvrir le dialogue entre disciplines, mais sans prétendre que tout d'un coup, moi je vais pouvoir faire du droit civil, écrire du civil comme un civiliste, ou que Romain, européaniste, pourrait écrire du pénal comme un pénaliste. Non, je veux dire, là-dessus, ça me paraît complètement vain de prétendre surplomber. C'est pour ça que je parlais d'impérialisme tout à l'heure. Il n'y a pas de prétention impérialiste dans ce projet-là, mais je pense fondamentalement qu'on se fourvoie en pensant qu'on peut dépasser les disciplines pour proposer quelque chose d'autre. Le Volapük, l'espéranto, j'en ai parlé, alors c'est parfois méprisé, mais je pense qu'on peut aller vers ça, et je pense que ça serait utile, et je pense qu'on tendra vers ça, parce que tu as parlé tout à l'heure de l'article 1102 du Code civil, enfin avorté, entre guillemets, en tout cas, le fait que dans la réforme du droit des obligations, on n'a pas intégré l'équivalent de ce qu'il y a dans le Code du travail, mais ça viendra. À mon avis, il viendra un jour où le juge mobilisera plutôt que l'ordre public, mobilisera cette grille de lecture qui est presque moins rustique à certains égards que l'ordre public. Donc on tend vers ça, mais je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer ce vers quoi on tend. Voilà. Merci beaucoup pour ces exposés. J'aurais une question pour chacun de nos intervenants, peut-être même deux questions pour Xavier, mais je crains que la première soit complètement inintéressante, donc j'hésite à la poser, mais comme je l'ai, je vais la poser quand même. Alors, mes deux questions pour Xavier. La première, c'est simplement une réaction par rapport aux indices que tu as développés pour déterminer qu'il n'y avait pas de discipline. Simplement, voilà, je me demandais juste si le fait de souligner qu'il n'y avait pas de droit des libertés fondamentales était opérant dans le sens où j'ai la sensation que ce qui est gênant chez les gens qui sont spécialistes de ces questions, ce qui n'est pas mon cas, c'est justement l'idée qu'il y a une opposition entre le droit et les libertés, et que justement des droits et des libertés, ça les gêne conceptuellement, parce qu'une liberté, c'est pas un droit. Enfin, peut-être que je dis des bêtises absolues, mais bon voilà, j'ai déjà entendu ce discours, et donc voilà, c'était juste une remarque par rapport à ça, et si tu pouvais me dire
si d'après toi ça pouvait avoir un impact sur le fait qu'il n'y avait pas justement cette reprise de cet intitulé. Ma deuxième question, c'est sur la question de la dimension de la structuration d'une discipline. Par exemple. Et autonome. Par exemple. Et moi, j'ai l'impression que dans ces questions-là, et je dirais que ça fait écho un petit peu à ce que vous avez dit tous les trois, moi, je crois que dans la question de la structuration d'une discipline, il y a une dimension stratégique. C'est-à-dire, demain, il y aura une discipline de droit électoral, il y aura un droit électoral autonome, dès lors que je commencerai à écrire dans un bouquin qu'il y a un droit électoral autonome, parce que je commencerai à poursuivre des objectifs qui sont scientifiques, mais qui sont politiques, voire qui sont personnels, ou carriéristes, ou toutes les dimensions que tu veux. Mais dans l'autonomisation d'un droit, il y a des dimensions stratégiques. Et je suis assez étonné du fait que cet aspect stratégique n'a probablement pas, enfin à mon sens, été suffisamment souligné, au sens où il y a quand même un droit de l'hommisme, qu'on le veuille ou non, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui font des droits de l'homme qui sont aussi des militants de la cause quelque part. Et donc la question que je voudrais poser, c'est dans le fait d'ériger, c'est pas une critique, hein, c'est une constatation. Enfin alors pour moi c'est pas. Oui, mais pour moi c'est pour souligner simplement l'aspect militant de la construction d'une discipline. Je pense qu'il y a un aspect militant dans la construction d'une discipline, parce qu'on croit à quelque chose, donc on a envie d'ériger ce droit-là en discipline, au sens où on pense que l'ériger en discipline lui sert à être plus efficace, par exemple. Ce que tu disais sur le fait, la séparation des disciplines, le fait qu'une discipline va utiliser ses outils classiques pour poursuivre un objectif qui est un peu équivalent, bon, c'est possible, mais souvent, quand on veut défendre des objectifs politiques, on va avoir tendance à autonomiser sa discipline pour que ce soit dit de façon plus efficace. Et donc, je vais savoir si intégrer cette dimension stratégique-là dans le modèle que tu élabores, ça permettrait pas aussi de dire, voilà, il y a un aspect politique à vouloir ériger ça en discipline ou pas. Bon, ma question pour Michel, c'est que j'ai pas compris la conclusion de ton intervention sur la hiérarchie des droits de l'homme et l'effet de mode sur le mariage homosexuel. Donc, je voudrais savoir si tu pouvais nous préciser cet élément. Et donc s'agissant de Madame Burgos-Larsen, je voulais vous demander si, dans votre analyse, est-ce que vous excluez dès le départ les systèmes régionaux ? Parce que je ne suis pas du tout spécialiste, donc c'est avec une immense modestie que je pose cette question, mais il me semble quand même, du peu que j'en connaisse, qu'il y a une certaine forme de cohérence interne, au moins au système européen de protection des droits de l'homme, et donc je voulais savoir comment vous confrontez votre théorie aux systèmes régionaux et surtout au système européen. Merci beaucoup. Désolé d'avoir été très long dans le fait de poser des questions. Alors, je vais peut-être, comme ça je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, tu as deux questions sur la distinction droit fondamental, liberté fondamentale. Moi, personnellement, je suis assez sceptique sur la distinction en elle-même, d'autant plus que je crois qu'il y a un droit à la liberté d'expression, c'est ça, hein, dans la CEDH. Donc, je pense que on peut en discuter. Moi, je suis plus intéressé par la distinction entre droits subjectifs fondamentaux et droits subjectifs tout court. Enfin, là, je fais un clin d'œil très très lourd à Philippe, mais parce que je pense qu'il y a souvent dans la mobilisation du terme droit subjectif une vraie confusion appliquée aux droits fondamentaux. Si on l'applique aux droits fondamentaux, comme je dis souvent, on ne peut pas comparer la liberté d'expression et une créance de somme d'argent. Donc si on veut mobiliser le vocabulaire droit subjectif, il va falloir à un moment clarifier les choses, parce qu'à mon avis ça l'est pas du tout. Alors concernant la dimension stratégique, oui, mais c'est ce que je disais au début de mon intervention, c'est clairement, si je pose la question quelque part, je dis d'où je parle quand j'ai parlé de logique impérialiste. Oui, bien sûr, on pourrait considérer que le fait de mettre sur la table la question de l'existence d'un droit des libertés participe d'une volonté d'un enseignant-chercheur de légitimer son discours, notamment auprès de communautés scientifiques qui ne sont pas la sienne. La sienne initiale. Donc oui, il y a cette dimension-là, mais là pour le coup, le fait d'avoir signalé ça en introduction me permet, pas de me dédouaner, mais me permet de dire d'où je parle. Et bien sûr que le sujet tel que j'ai traité, il aurait pu être intéressant d'ailleurs de donner exactement le même sujet à des collègues issus de disciplines différentes, voir comment ils traitent le sujet. Bon, effectivement, on n'y a pas pensé, mais j'assume complètement cette idée qu'il y a une dimension qui peut paraître stratégique, mais en même temps, j'ai quand même un discours sur ce terrain-là qui est quand même assez modéré, me semble-t-il. Après ça, sur la dimension militante,
Ça, c'est un vrai problème pour moi en droit des libertés, je vais le dire franchement. Comme je dis souvent, je dis plus maintenant parce que ça a trop choqué, mais je dis souvent à mes étudiants, vous savez, je suis spécialiste de droit des libertés, mais ça ne m'empêche pas de cogner mes gamins. Bon, c'était un peu provocateur. Hein. C'était un peu provocateur. Ils vont très bien, rassurez-vous. Ils ont survécu, mais c'est une façon de dire que, ma foi, moi, ce qui m'intéresse dans le droit des libertés, en réalité, moi, je suis venu au droit des libertés parce que j'ai fait une thèse sur le pouvoir. Et que finalement, j'ai fait une thèse sur le pouvoir, droit public, droit privé, et que finalement, aborder la problématique des libertés, c'est aborder le pouvoir sous l'autre angle, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est pas le marteau, c'est l'enclume. Et donc, en réalité, je trouve que c'est très stimulant intellectuellement de travailler sur ces thématiques-là, parce que justement, c'est transversal. Bon, après ça, les causes, oui, on a tous des opinions. Ça m'est peut-être arrivé, je sais que François, qui est en face de moi, a essayé de trouver dans certains écrits un soutien avéré ou pas à la cause du mariage pour tous à l'époque. Bien sûr qu'on a tous des convictions, mais je préfère qu'on peut avoir des convictions, mais il faut l'assumer. Mais effectivement, moi, je suis parfois dérangé, j'en parlais tout à l'heure avec une collègue qui vient de Nanterre et que je vois tout au fond là-bas à droite, où il y a effectivement un remarquable centre de recherche dans une université, le plus grand centre de recherche en droit de l'homme, il faut le dire, et le M2 qui lui aussi a vraiment, qui performe énormément. Mais à chaque fois que je vais à Nanterre, j'ai l'impression que voilà, on se retrouve toujours entre gens qui pensent un peu pareil. Donc c'est toujours pour la bonne cause. Alors il y a ceux qui théorisent, ceux qui sont plus dans la pratique. Il y a Serge Schlama et Véronique Champaille-Desplats. Il y a plusieurs façons de penser la chose, mais globalement on pense tous un peu pareil. Hein, et on fait du droit différemment, mais on pense un peu tous pareil. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu toujours dérangé. Mais en même temps, je ne vais pas non plus sombrer dans l'excès inverse et dire moi, c'est juste de la technique. Les droits, on est là pour ça. Enfin, la distinction droit et politique, pour moi, est vaine. Donc, il faut assumer ça. Mais je pense qu'il faut d'abord assumer dans le discours et puis essayer de se confronter à des discours un peu différents pour essayer d'avancer sur le plan scientifique. Parce que là, on voit bien que l'ambition de ce colloque, c'est pas de se dire, ouais, on est tous pour, c'est cool, on va tous s'ébrouer dans le champ des droits fondamentaux et puis on sera tous contents pour finir. Non, il s'agit d'interroger ce que font ces droits au droit, parce que c'est notre boulot, quoi. Hein. Voilà un peu l'idée. Oui, alors là encore, hein, j'ai vraiment été à la surface des choses. J'ai pas pu rentrer plus dans le détail. Bien sûr, j'intègre les systèmes régionaux, et pas que l'européen, hein, vraiment je tiens à le souligner, pour montrer la diversité en Afrique, en Amérique latine, l'embryon de systèmes asiatiques, arabes aussi. Bon. Système européen, vous allez me dire, c'est cohérent. Hein, on a une cour, depuis le protocole 11, une cour unique. Alors, d'abord, il faut voir quel type comment on aborde la cohérence, au sens strict ou au sens large. Au sens strict, depuis le protocole 11, on a une cour unique qui est la seule à délivrer des arrêts. Si on creuse, la structure interne de la cour est plus complexe. Il y a des juges uniques, il y a des comités de 3 juges, il y a des chambres de 7 juges, il y a une grande chambre. Est-ce qu'à l'intérieur, ça fonctionne ? Ça, c'est pour une approche très stricte de la cohérence du système. Mais l'approche plus large, qui est de plus en plus valorisée en doctrine, pas la doctrine française, mais la doctrine anglo-saxonne, c'est le système européen. C'est aussi la Cour en interaction avec le comité des ministres. C'est aussi la Cour en interaction avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est de plus en plus, et ça doit être de plus en plus, la Cour en interaction avec les systèmes internes. Et de la cohérence, on passe à la question de l'efficacité. Ce n'est plus est-ce que le système est cohérent, est-ce qu'il est efficace ? Et autre chose, est-ce que quand on parle du système européen des droits de l'homme, on vire le système de l'Union ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé, et la charte sociale, voilà. Est-ce que quand on parle aujourd'hui du système européen, on ne parle que de la Cour, Cour de justice, où on intègre aussi, voilà, le Comité européen des droits sociaux, qui est une quasi-juridiction, qui intègre, voilà, de la pluralité institutionnelle, procédurale. C'est complexe. Quand on lit les auteurs qui travaillent sur le système africain des droits de l'homme, ils vous disent immédiatement, c'est pas du tout que la Commission et la Cour africaine. C'est des tas d'organes qui gravitent dans le champ de l'Union africaine. On a la même chose dans le cadre du système interaméricain. Donc la cohérence au sein de chaque système, d'abord il faut les identifier bien les identifier, elle ne va pas de soi. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Je vais essayer d'être très rapide parce que je te remercie d'abord de ta question, c'est très gentil
de me permettre de finir la communication et d'exposer les choses plus clairement. L'idée générale de mon propos, c'était de dire que parfois le droit international privé hésitait à importer des droits fondamentaux qui sont occidentaux dans des sociétés qui les ignorent, hésitait à appliquer à des ressortissants de ces sociétés des droits qui sont largement considérés comme d'origine occidentale. Donc ça, c'est une tendance assez générale en droit international privé. Lorsque le mariage pour tous a été adopté, le législateur français, peut-être par prosélytisme ou peut-être par péché de narcissique, parce qu'il était très fier de cette innovation, et ben il a abandonné cette tendance qui consistait à cantonner à un droit dont on n'est même pas certain qu'il soit fondamental, et il a mis en place des règles de conflit qui font que beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes vivant dans des sociétés qui condamnent le mariage homosexuel, même encore qu'ils le condamnent parfois pénalement, eh ben pourront, grâce à un simple déplacement en France, avoir accès à ce mariage homosexuel. Donc, ce qui me conduisait à dire que derrière les droits fondamentaux, il y a toujours aussi, parfois, j'ai parlé d'effet de mode, mais j'aurais plutôt parler d'engagement, en l'occurrence d'un pays qui est nouvellement converti. Voilà, et que la position du législateur contrastait par rapport à celle de la jurisprudence qui a eu le temps de réfléchir à la place qu'il fallait accorder à l'universalisme des droits fondamentaux en DIP. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, tu veux savoir si je suis favorable ou pas favorable au mariage homosexuel? Est-ce que je peux te... Ouais. C'était dans la question, le premier c'était d'un point de vue technique, parce que comme je ne connais rien, je veux simplement savoir deux Russes qui sont en France depuis un mois. Oui, il suffit, ils vont fonder la compétence de l'officier d'état civil puisqu'il faut 1 mois de résidence et il suffit que l'un d'eux réside, on n'exige même pas un domicile, réside dans un pays qui autorise ce mariage et ils vont pouvoir célébrer ce mariage en France, mariage qui ne sera pas évidemment reconnu en Russie. Et la difficulté aussi du droit international privé, son objectif, c'est de ne pas multiplier les situations boiteuses. Or, la règle de conflit ici apparaît comme une machine à créer des situations boiteuses. Et on considère que c'est pas la meilleure façon de coordonner les systèmes que de vouloir qu'un des systèmes se taille la part du lion et qu'un système rayonne universellement, surtout lorsqu'il s'agit de droits qui sont encore très particularistes, très propres à une société. Voilà. Mais... Le deuxième aspect de la question était réel aussi, mais je ne veux pas... Le deuxième aspect, c'était voilà, c'est un peu militant aussi de ça. De ma part? Oui, le fait de... Ah, militant de ma part, tu veux dire Ah non, c'est simplement moi un constat. J'essayais de dresser l'appréhension de l'universalité des droits fondamentaux par le DIP et je constatais qu'à propos du mariage homosexuel, le législateur avait complètement abandonné ce qui est l'objectif traditionnel du DIP, c'est-à-dire une répartition raisonnable de chaque loi sur le globe. Voilà. Il n'y a aucun militantisme là derrière moi. Oui. Juste sur les questions de l'effet de mode, justement, parce que c'est un discours qu'on entend effectivement parfois. Bon, il y a effectivement des flux et reflux dans la progression de ces droits, et là on sent que ça commence à sentir mauvais. Très clairement, ça commence à sentir sévèrement le reflux. Vous voyez ce que je veux dire. Mais néanmoins, il y a quand même deux dimensions. Il y a la promotion des droits et il y a quand même la manière dont le droit est mobilisé et appréhendé dans notre système juridique. Et je pense néanmoins que la dimension, la subjectivisation du droit, autrement dit, c'est-à-dire que le droit est de plus en plus pensé au prisme de droits subjectifs qu'on va revendiquer, ça c'est une tendance, alors, je ne vais pas dire qui est irréversible parce que la vie du droit, mais c'est quand même une tendance qui est assez nette. Les gens dans la société, de manière générale, se positionnent de plus en plus par rapport au droit en tant qu'ils sont titulaires de droits. Alors peut-être qu'ils sont moins protégés à l'avenir parce qu'il y a effectivement un vent mauvais, ils seront peut-être moins européens parce qu'il y a effectivement quelque chose qui ressemble à un reflux, mais je pense que sur le plan technique, il y a quelque chose qui se passe, qui là on met sous l'étiquette droits fondamentaux, et qui me paraît en partie une tendance lourde et que n'altérera pas le fait que effectivement on dénonce la Convention européenne des droits de l'homme parce que la GPA, etc., etc. Je pense qu'il y a la façon dont le droit est appréhendé aujourd'hui et de plus en plus appréhendé au prisme des droits subjectifs. Ce qui pose en réalité pour moi le vrai débat, c'est maintenant
comment penser l'encadrement de ces droits à partir de normes collectives, de normes, alors l'ordre public matériel. Il y a une vraie réflexion à avoir, à savoir comment encadrer l'exercice de ces droits, comment trouver des valeurs qui sont à même d'encadrer ces droits et uniquement pas un système qui reposerait sur des droits qui s'entrechoquent mollement avec un juge au milieu qui essaie de trouver le juste équilibre. Hein. Mais je pense que l'avenir est là, c'est d'une vraie réflexion sur l'ordre public au sens large, ou l'intérêt général, on peut le présenter différemment, mais d'où il vient, comment on le crée, sachant que les vieux grands principes qui ont pu régir la société pendant des années, bon voilà, sont dévalués. Alors peut-être qu'il y aura un retour du religieux, mais quelle religion, hein, de surcroît. Le discours sur les arrêts, ne pas dire que tel arrêt c'est la consécration du droit au sadisme, que tel arrêt va déclencher le droit à l'inceste et la possibilité de se marier avec son chien. Voilà, parce que c'est des discours qui résonnent fort et qui caricaturent totalement une jurisprudence et un droit et qui aboutit à ce type de proposition. Absolument. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous ton expertise aussi. Il faut vraiment tourner cette fois sa plume dans son encrier avant d'écrire sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Non, pas forcément, mais c'est lire un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme comme on pourrait lire un arrêt de la Cour de cassation et dire ah bah voilà, a contrario. Non, c'est une autre affaire, a contrario. Et a contrario, l'affaire n'a pas eu lieu. Mais c'est assez topique sur les questions d'expulsion des personnes qui construisent en infraction un PLU, etc. etc. La Cour européenne n'a jamais dit que les gens allaient avoir un droit à squatter. Je veux dire que si on expulse ces gens, il faut une réflexion sur le relogement, sur les délais de l'expulsion, etc. etc. Donc c'est pas une vision bête et méchante, c'est pas bon en gros on a le droit de squatter et puis le droit d'y rester. Non, le droit de propriété reste une valeur essentielle, mais c'est juste dire que si effectivement, compte tenu de l'état de vulnérabilité, parce que bon là encore, la Cour européenne ne permet ce que ne permet pas les arrêts de Cour de cassation. Effectivement, quand on lit les arrêts du 17 décembre 2015 ou d'octobre 2015 sur ces histoires d'expulsion, bon on regarde Monsieur X, Madame Y, Madame machin, bon mais oui, mais enfin en même temps c'est que derrière il y a des gens du voyage, mais ça c'est pas dit par la Cour de cassation. Quand on lit les arrêts de la Cour européenne, on voit bien ce qu'il y a quand même derrière. Hein. Donc là-dessus, je pense qu'il faut un peu raison garder, c'est qu'avoir tendance à surinterpréter les arrêts, à en déduire que bon alors le squatteur il a un droit opposable au propriétaire. Bon, effectivement, la réalité, elle n'est pas celle-là. Enfin, on continue à vivre dans une économie sociale de marché, où le droit de propriété est une valeur essentielle, fondamentale, etc. etc. Comme Rosset Triboulet. Le fait que la Cour dise il y a un bien, ça y est, on a dit, ça y est, il n'y a plus de domaine public. Voilà, non, c'était juste une condition d'applicabilité de la Convention. Voilà. Juste une très, très brève remarque. Sur la dimension stratégique, je crois qu'il y a un élément spécifique et puis un élément assez banal dans tout ça. Il me semble que la dimension spécifique, c'est le militantisme du discours. Après, sur l'aspect banal, quelque part, on retombe sur des trucs dont on aurait pu parler quand on avait fait le colloque sur la doctrine il y a des années. Et je dis ça avec une pointe de regret parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi parce que c'est le sujet intraitable. Comment mesurer les stratégies d'acteurs en la matière? Il reste que une matière juridique, ça n'existe pas dans la nature comme ça, c'est le regard de l'acteur qui la constitue. Et du coup, c'est assez intéressant pour un administrativiste, parce que nous, on a été biberonnés au fait que la doctrine, c'est même pas une sous-source du droit, etc. Et là, on est quand même sur de la doctrine constitutive, quelque part, enfin créatrice au sens fort, parce que la branche, elle n'existe pas sans qu'elle n'ait pas pensé doctrinalement. Donc ça, c'est un premier élément. Après, sur l'analyse des stratégies d'acteurs, quelque part, ça relèverait, je ne sais pas, d'un spécialiste de sciences politiques ou administratives qui aurait que ça à faire, mais comme on n'intéresse personne, ça ne se fera jamais, donc c'est pas un très gros problème. Mais en tout cas, bon, disons que ça croise quand même des choses qu'on avait vues, mais avec une sauce droit de l'homme particulière. Je pense que c'est vraiment le militantisme. Puis après, dans ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, ouais, il y a des clés de lecture qui sont vraiment recyclables en interne. Sur la compétition des hautes cours dans la défense des droits de l'homme, qui sera le super protecteur, enfin là, on va en France et puis on regarde ce qui se fait depuis quelques années, il n'y a pas besoin de commenter beaucoup. Voilà. C'est un peu l'inverse en ce moment. La compétition à celui qui acceptera le plus de choses. On en recueille. Du coup, je l'ai.
Je l'ai gardé depuis tout à l'heure. Je voudrais juste dire un mot sur l'aspect stratégique et militant. Parce que moi, j'avoue que j'ai jamais trop compris cette critique, ce qui est pour moi une critique, et souvent très forte. Pour moi, le caractère axiologique, l'absence de la neutralité axiologique du droit, c'est un mythe complet. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait du droit social sans être nourri, comme tu disais Philippe, nourri de ce qu'on est, quoi, des êtres humains, c'est-à-dire une pensée en dehors du droit. Pardon, j'agresse Anne-Sophie au passage. Est-ce qu'on fait du droit du travail en étant complètement vierge de ce qu'on peut faire en dehors de notre boulot de juriste? J'en suis pas persuadée. Et pour les droits de l'homme, alors oui, il y a une spécificité de la matière parce qu'elle porte elle vient de valeurs. Il y a des valeurs qui sont portées à travers la matière, peut-être plus que dans d'autres branches du droit. Et je pense que, je comprends assez facilement qu'on puisse plus s'émouvoir quand on parle de questions comme la GPA, en lien avec le débat général, pas entre juristes, le débat général. Il y a des liens plus évidents avec le débat général que peut-être, pardon Philippe, mais quand on travaille peut-être sur la commande publique ou sur des questions très techniques. Attention parce que... ce que je veux dire par là, c'est que on a des différences de perception parce que comme on n'est pas sur les mêmes objets, je crois que ça explique vraiment ça. J'ai l'impression que toi, tu es dans un truc où dès qu'on emploie le mot droit de l'homisme, tu sors ton revolver, c'est une insupportable attaque, etc. Bon, il faut quand même voir une chose, c'est qu'au moins, dans ce créneau-là, c'est explicité, et donc on peut se positionner. Je peux garantir que le droit de la commande publique, il pourrait très bien faire l'objet de décryptage idéologique, mais le problème c'est que c'est tellement diffus qu'il n'y a pas une ligne dans une revue française ou dans un manuel français sur l'analyse idéologique du droit de la commande publique qui est totalement farcie d'idéologie. Donc là, ça pose un autre problème. Et quelque part, c'est corrélé avec le fait qu'on est dans l'aboutissement d'un discours ultra-positiviste sur le droit administratif classique, et où, quelque part, si on regarde qui assume du relatif militantisme en droit administratif, on recoupe le champ des libertés, et en dehors de ça, ce n'est pas du tout assumé. Donc je crois qu'on part vraiment de points tellement éloignés que ça explique aussi des différences dans la perception. Mais j'ai pas l'impression de sortir un revolver. J'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression. Moi, je dis simplement que c'est très facile aujourd'hui d'attaquer quelqu'un qui dit la Cour européenne n'a pas autorisé la GPA en France. Quelqu'un qui dit ça, c'est très facile de le flinguer en disant c'est un militant. Il fait du droit militantiste, c'est un droit de l'homiste. Et droit de l'homiste, c'est devenu une expression vraiment extrêmement négative. Et quand on peut faire des droits de l'homme en essayant d'être objectif dans la mesure de ce qu'un être humain est capable de faire, c'est-à-dire en baignant quand même dans la vie, dans la vraie vie. J'ai pas l'impression de... Moi, je fais de la soft law, donc je suis assez ouverte à la critique, parce que techniquement, je suis même pas une juriste pour certains. Donc j'ai l'impression Hein non, mais c'est vrai. J'attire juste l'attention sur le fait que l'argument peut être une critique qui vise à délégitimiser un discours qui se veut quand même scientifique. C'est tout. Je peux me permettre une observation. En fait, c'est un problème, et comme tu l'as souligné également, qui est commun à toutes les branches du droit finalement. C'est peut-être qu'il y a des branches du droit dans lesquelles ça se voit davantage que dans d'autres, et dans lesquelles ça peut avoir une influence plus visible que dans d'autres. Et c'est vrai qu'il y a un exemple, il n'y a pas beaucoup d'exemples qui soient aussi. Alors il y a le droit communautaire, comme on l'appelait, mais il y a aussi le droit des étrangers. Enfin, c'est des matières pour lesquelles, là où ça commence à devenir... alors certes, il n'y a pas d'axiologie, enfin on peut pas être complètement neutre en la matière, je suis d'accord. En même temps, il y a quand même des branches du droit dans lesquelles on sent qu'il y a un discours juridique qui est doublé d'un discours idéologique. Et quand ça déborde un peu trop, quand l'idéologie déborde un peu trop sur le discours juridique, je pense que là, ça commence à devenir un petit peu gênant. Alors c'est difficile à identifier, parce que c'est un problème de gradation, mais là où c'est embêtant, c'est quand l'argument juridique est utilisé pour un raisonnement qui n'est pas juridique. Voilà. Et en fait, la difficulté, c'est que le terrain est glissant et qu'on arrive... Voilà, c'est pas facile de se situer. Peut-être... Oui. Problème symétrique.
Moi, j'estime que la désidéologisation complète d'une matière, c'est un gigantesque problème. Si on regarde, je connais pas bien, j'aime pas les libertés, je suis liberticide et donc je ne me prononce pas sur tout ça, mais sur le droit administratif à la papa classique, si on regarde, quelle est la tranche chronologique dans laquelle on a osé un discours en termes d'analyse un peu idéologique? C'est relativement simple, c'est les 68 arts et c'est la génération chevalier, ça s'est arrêté avec lui. C'est-à-dire que quelque part, on a des écrits, le curap, etc., la grande époque du curap, Amiens c'est 72, début des années 80, et après fini. Or aujourd'hui, justement, tout ce qui est commande publique, etc., c'est suridéologique. Et il n'y a mais pas une ligne là-dessus. Et disons que chacun ses problèmes, mais je pense que celui-là, il est pas mal non plus. Ça ne renvoie pas au même... On a un point commun, Philippe. Si je peux me permettre de compléter dans le sens de Philippe, au point que, par exemple, quand on parle à nos étudiants des concessions de services publics, ils ne se rendent pas compte que derrière le critère du risque, je ne vais pas faire le complotiste ou l'équivalent de nos anarchistes de la conférence d'hier sur le terrorisme, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a Bouygues, il y a Vinci, il y a tout ça, et ça existe. Et moi, je suis complètement d'accord avec Philippe, c'était pas du tout une critique de ma part. Je veux dire, on ne peut pas ériger une matière en discipline dès lors qu'on considère qu'on affaiblit les objectifs politiques de cette discipline. Parce que c'est aussi ce qui lui fournit sa cohérence interne. On ne peut pas dire les droits de l'homme, oui, l'objectif des droits de l'homme, c'est aussi de protéger les droits subjectifs, parce qu'on considère que l'individu est au centre de la société. C'est un objectif politique en tant que tel. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je considère que au contraire, c'est un facteur nécessaire à la structuration d'une discipline. L'autre risque, c'est précisément de la voir se dilater complètement, la diluer, ici dans le droit privé, là dans le droit du travail, là dans je sais pas quel... Puis à la fin, tu finis par perdre l'objectif et pour faire de la transposition c'est exactement ce qui s'est passé en droit électoral, à force de désidéologiser complètement la question du droit électoral, que personne ne s'y intéresse. Donc résultat, on a une démocratie qui est dans un état lamentable. Donc le problème, il y a aussi ça. Enfin, il reste néanmoins que je ne nie pas la dimension stratégique, idéologique, tout ce que tu veux, mais que moi, quand je discute avec Serge Schlama, par exemple, qui est un collègue très estimable et très estimé en droit des libertés, j'ai pas l'impression qu'on fait tout à fait le même métier. Je le dis franchement, mais il assume, et je l'assume aussi, mais on est tous les deux plutôt sur les mêmes thématiques, mais jamais, j'ai pas l'impression de... Lui, il a une approche... Alors lui, bon, je prends pas l'exemple au hasard, il y a des collègues peut-être moins marqués, mais définitivement... Non, c'est pas sa pratique, c'est que lui, il ne fait pas, et je pense qu'elle n'est pas là, mais ça aurait été intéressant d'écouter, je pense que Diane Roman, qui sera là demain, a aussi une démarche pareille, c'est que le droit, son activité d'enseignant-chercheur, son écriture sur le droit, est le prolongement de convictions profondes et qui structure sa façon de penser le droit et de faire du droit. Voilà, donc moi c'est pas tout à fait l'approche que j'ai. Bon, effectivement, je suis tombé là-dedans, mais je ne nie pas que j'aurais pas pu faire autre chose. Mais là, pour le coup, on est sur autre chose, et je trouve que bon, voilà, quand Diane Roman anime deux programmes de recherche successifs, l'un sur la justiciabilité des droits sociaux pour commencer, et l'autre, avec d'autres bien sûr, le programme sur le genre, enfin Régine, on voit bien que elle a pas, bon, c'est des programmes qui sont importants à un moment donné sur le plan scientifique également, parce qu'il y a des vrais questionnements sur la justiciabilité des droits sociaux et sur la prise en compte du genre dans le droit, mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, et je reconnais, c'est remarquable cette cohérence-là, mais moi personnellement, je pense qu'il y en a un certain nombre à écrire sur ces thématiques droit des libertés qui n'y mettent pas autant qu'un certain nombre de collègues. Voilà. Et c'est vraiment plus net, à mon avis, en droit des libertés que effectivement dans d'autres champs disciplinaires. Peut-être un mot là-dessus. Moi, je trouve que c'est une question essentielle. Enfin, j'attendais avec beaucoup d'impatience ce grand B du grand 1, puisque c'est comme ça que vous l'avez organisé. C'est la question épistémologique de votre matière. Enfin, s'interroger sur sa matière, c'est pas un mal, c'est très bien. Voilà. Je vous ai trouvé dur d'ailleurs. Hein. Le droit des libertés existe-t-il? Moi, je répondrais oui. Voilà, après on peut discuter de sa place, de ce qu'il est, etc. Mais existe-t-il? Pour moi, ça fait aucun doute. Mais j'ai bien compris qu'en fait, c'est pratiquement l'unité du droit des libertés, en fait, qui, selon vous, n'existerait peut-être pas. Mais ces questions, voilà, épistémologiques, pour employer un mot savant, pour dire des choses simples, de la place du droit des libertés. D'abord, il faut distinguer les deux questions. La question stratégique, la stratégie universitaire pour sa matière, et la question axiologique, militantisme, etc. Ce qu'a vécu le droit des libertés, d'autres matières l'ont vécu avant lui.
Quand on est une matière neuve, si je puis dire, une discipline neuve, il y a un travail de valorisation de ces acteurs. Bastien François a écrit des pages magnifiques sur le droit constitutionnel sur cette question, qui sont parfaitement transposables au droit des libertés. Cette logique de place sur la scène, c'est une évidence. Je crois qu'il est très difficile de le nier, et c'est pas forcément, c'est pas forcément un mal. Voilà. Après, il y a la deuxième question. Il y a la question de l'axiologie, du militantisme. Alors, je suis d'accord. Elle se pose dans toutes les matières. Et je suis le premier à faire reproche, dans les matières que je laboure, de ne pas être capable de faire cette distinction qui me semble simple, moi, entre nos différentes casquettes, c'est-à-dire mon métier, ce n'est que mon métier de juriste, et mes idées. Voilà, ce qui fait que je vais voter dans un sens ou dans un autre, pour parler un peu simplement. Ce qui est assez facile à faire, je trouve, dans une matière classique, si je puis dire, parlons droit civil, droit des contrats, etc., distinguer les deux. Pas dire qu'il n'y a pas de la politique, mais assez facilement distinguer le discours technique et le discours politique. Enfin, personnellement, ça ne me pose aucun problème. La difficulté, c'est que c'est beaucoup plus dur pour le droit des libertés. Pourquoi ? Parce que le droit civil, prenons n'importe quoi, le droit des contrats, c'est un arbitrage politique. Entre d'un côté la liberté, de l'autre d'autres valeurs qui seront la solidarité, etc. Donc certains essaient, et c'est un mal à mon avis, de maquiller leur positionnement politique par des discours techniques. Ah mais non, mais il n'y a pas de nullité pour absence de cause, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc eux, ils ont un habillage. Ils ont un habillage technique qui est tous les articles du Code civil, pour dire les choses un peu comme ça. Enfin, du titre 3, du livre 3 pour le droit des contrats. Le droit des libertés, c'est pas pareil, parce que l'objet de votre matière, c'est directement les valeurs. Donc là, c'est là la difficulté, c'est que c'est un droit des valeurs. Donc évidemment, vous ne pouvez pas vous abriter derrière une technique pour masquer votre discours politique. Je veux dire, à la fin, quand on fait le triple test, on arrive toujours, sauf si vraiment la loi ne poursuit pas un but légitime, mais où sommes-nous ? Sauf s'il n'y a pas d'ingérence dans un droit, mais la requête est dans ce cas-là farfelue, on arrive toujours à la question de la proportionnalité. Donc il faut choisir, il faut arbitrer. Votre droit est un droit d'arbitrage, votre droit est un droit politique, voilà, pour dire les choses comme ça. Et c'est ça qui fait que cette question est beaucoup plus délicate pour le droit des libertés que pour tous les autres droits. Et là, dans votre matière, s'il s'agit de prendre parti dans la question du deuxième test de proportionnalité, s'il s'agit de dire c'est plutôt ça que plutôt ça, là je comprends que tu ne fasses pas de différence entre droit et politique, parce que je crois que là, il n'y en a pas. Voilà. Si on prend parti dans cette question de la proportion, si on prend parti. Je crois que tu as raison. Enfin, dès lors qu'il y a une politique, dès lors qu'il y a un choix, qu'on n'est pas sur un pur raisonnement technique, on met de sa personne dans le fait de choisir. Après, je ne sais pas si on peut mettre tout le droit des droits de l'homme juste sur le terrain axiologique. Parce qu'après, si on prend le droit européen des droits de l'homme, il y a quand même une juridiction, des méthodes, des lectures, une façon de lire les arrêts, de construire les exigences. Et la Cour européenne des droits de l'homme pense aussi ces rapports entre systèmes, quoi. Il y a la subsidiarité, la marge, enfin, c'est pas que des mots. Voilà. Et il y a quand même... on peut aussi ne pas faire que de la politique, mais simplement poser un cadre pour savoir comment on l'a fait. Voilà. Et je crois que la Cour insiste beaucoup sur ces dernières années sur elle n'arbitre pas elle-même, mais elle vérifie comment les décisions ont été prises et comment on a abouti à ce résultat. Et après, voilà, comment on peut distinguer le militantisme ? C'est précisément quand on va prendre un bout de phrase isolé et puis on va le monter, soit pour dire c'est une catastrophe, ou pour dire voilà, on va vers ça. Et que ce soit l'exemple de la GPA, on a fait dire n'importe quoi pour critiquer le système européen, et à l'inverse, on a pris le transsexualisme et on a fait dire n'importe quoi à cette jurisprudence pour aboutir aujourd'hui au choix du genre et à l'autodétermination sexuelle. Là, qui est une vraie question militante et politique et qui ne repose techniquement sur rien. Voilà, c'est un discours purement idéologique où on a maquillé et instrumentalisé des arrêts. Voilà. Bien. Je pense que... cette première demi-journée était déjà passionnante. Je vous remercie tous d'avoir participé et assisté à cette première demi-journée. Et je vous donne rendez-vous dans ces mêmes lieux. Déjà, vous les avez trouvés une fois, donc vous arriverez à les trouver une deuxième fois. Demain matin, à partir de 9h, il y a un accueil café. On commence les travaux à 9h30. Merci beaucoup et à demain.